Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette formation aux étudiants qui s'intitule Introduction à l'analyse qualitative. C'est une formation dans laquelle nous parlerons des fondements de l'analyse qualitative, des paradigmes et des critères de qualité. L'accent sera mis sur l'analyse thématique de Brown et Clark puisqu'elle est beaucoup plus utilisée et bien adaptée pour débuter dans le monde de l'analyse qualitative. Cette formation est présentée par Stéphanie Rachewski, qui est professeure adjointe au département d'éducation physique. Elle est diplômée d'un doctorat en psychologie communautaire de l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse à l'impact des structures sociales sur les enjeux de la sécurité en sport et de leur prévention, sur des conséquences potentielles de ces enjeux. Puis elle s'intéresse aussi aux méthodes qualitatives, donc d'où la présentation d'aujourd'hui, à la recherche-action ainsi qu'à l'évaluation de programmes. Le webinaire d'aujourd'hui, en fait, est d'une durée de 2 heures. On aura une pause là, à mi-parcours. Faites-vous-en pas. On vous prévoit une pause pour vous préserver. Sachez que si, durant la présentation, il n'y a pas nécessairement une période de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à lever votre main en utilisant l'icône de la main ou à écrire tout simplement dans le chat box là, pour poser vos questions. Alors, sur ce, Stéphanie, à toi la parole. Merci beaucoup, Émilie. Donc, j'ai une présentation PowerPoint que je vais vous partager. C'est quand même important d'avoir une bonne compréhension de l'analyse qualitative avant de se plonger la semaine prochaine sur comment on fait de l'analyse, comment on utilise des outils. Donc, c'est pour ça que ça a été présenté ou préparé dans cet ordre-là. Donc, voilà. Puis, comme Émilie a dit, comme Émilie a dit, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Je vois pas nécessairement tout le monde, donc vous pouvez même juste prendre la parole et me poser des questions. Ça va me faire très plaisir de répondre. Donc, introduction, analyse qualitative 101, introduction au monde qualitatif. Quelques mots avant de commencer, pour moi, c'est vraiment important. Ça fait quelques fois que je donne cette formation-là, mais je trouve toujours important de souligner deux personnes sur lesquelles je me suis beaucoup appuyée. Donc, François Lozé-Jobin, qui est maintenant professeur en sciences infirmières, qui est aussi très compétent en analyse qualitative, et Mélanie Vachon, donc le cours que j'ai moi-même pris à l'Université du Québec à Montréal. C'est important pour moi de souligner leur contribution. Donc, le plan de la rencontre, vous allez voir, on répond en fait à quatre grandes questions. Et en gros, on va se poser des questions. Les premières questions, c'est-à-dire d'où on vient. Donc, quelques mots sur les paradigmes en recherche. Vous avez certainement déjà vu ça dans des cours. Des fois, ça peut faire peur de parler de paradigmes. C'est des mots qui sont quand même complexes, la philosophie des sciences. Mais pour moi, c'est vraiment important de bien saisir ça pour s'assurer que notre méthode soit en cohérence avec justement d'où on vient. Ensuite, on va aller à où on va. Donc, on a fait des choix de recherche qualitative, mais qu'est-ce que c'est exactement la recherche qualitative? Il y a différentes façons de le définir. Donc, on va regarder ça ensemble. Et on va se lancer dans comment on fait. Donc, déjà une première compréhension d'une méthode plus précise, qui est l'analyse thématique. Et comment on sait si on fait bien ça. Donc, c'est aussi une question importante à se poser. Donc, oui, on peut savoir comment on fait, mais est-ce qu'on fait bien ça ou pas? Il y a plusieurs personnes, des chercheurs qui se sont quand même penchés sur cette question-là, notamment des critères de rigueur à suivre pour s'assurer qu'on fait le meilleur travail possible. Donc, c'est notre plan de match pour les 2 heures. Ça semble beaucoup, 2 heures, ça va aller vite. Il y a beaucoup de matière. Euh, Dans le fond, c'est comme je vous dis, des cours d'analyse qualitative. Certaines personnes en ont suivi. On peut faire plus comme 2, 3, 4 cours de 45 heures là-dessus. Donc, c'est vraiment condensé. Mais c'est important, si vous avez des questions, s'il y a des éléments qui sont pas super clairs, de lever la main et me le dire. Euh, Parce que parfois, bon, ça fait un petit moment que j'en fais, donc peut-être aussi pour commencer le tour de table avec pourquoi c'est moi qui parle d'analyse qualitative aujourd'hui. Ben, j'ai reçu des formations, évidemment, mais j'ai aussi fait beaucoup d'analyse qualitative, que ce soit de la transcription. Donc, certaines personnes ont fait de la transcription, on va aussi un peu en parler. C'est le premier travail que j'ai fait comme auxiliaire de recherche, mais j'ai aussi fait de l'analyse d'entrevue, de l'analyse de groupes de discussion également, de l'analyse aussi de la codification textuelle de légendes dans un projet de recherche participative. Ma thèse portait sur une analyse de photo voice, donc j'ai utilisé les légendes pour me permettre d'analyser les messages des participants participantes. Donc j'ai quand même une expérience
de plusieurs projets, de plusieurs aussi sources de données. On verra la semaine prochaine, mais toujours principalement avec l'analyse, soit l'analyse de contenu ou l'analyse thématique de Brown et Clark. Donc, pour moi, c'est une des plus belles façons de présenter des paradigmes. C'est vraiment dans cette métaphore de l'art. Donc, on va les voir plus en détail dans un tableau dans la prochaine diapositive. Mais ici, c'est que pour moi, ça l'exprime vraiment pourquoi c'est important de se poser la question. C'est que là, on est dans une formation sur l'analyse qualitative, c'est-à-dire qu'on est sur une formation sur les méthodes. C'est les détails de exactement comment on veut collecter ou analyser nos données. Mais c'est la dernière chose à se poser comme question. Souvent, quand on est un étudiant, une étudiante à la maîtrise ou au doctorat, on se dit, OK, ben moi, je sais que je veux faire du quali, je sais que je veux faire du quantitatif, parce que peu importe, c'est ce qui me tente, j'ai déjà été exposée à ça, je trouve ça vraiment bien comme méthode. Mais c'est la dernière question à se poser, parce qu'il faut comprendre, premièrement, si ça répond à notre question de recherche, mais aussi si ça correspond, puis peut-être que on a comme un pressentiment que ça correspond à certains éléments qu'on a à l'intérieur, mais il faut aller plus loin. Donc, premièrement, c'est l'ontologie. L'ontologie, c'est comment on voit le monde. C'est quoi la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité objective? C'est quoi comment qu'on peut savoir ça? Euh, pas comment on peut savoir, c'est est-ce qu'il y a une vérité objective ou pas? C'est quoi notre vision du monde par rapport à ça? Et ça va influencer quelles méthodes on va utiliser puis avec lesquelles on va être à l'aise. Je vais donner des exemples, après, ça va être un peu plus concret. L'épistémologie, c'est comment est-ce qu'on devrait investiguer? Ben, il faut savoir comment on voit le monde, puis comment on considère la vérité, si on veut choisir une méthode qui fait du sens sur comment investiguer cette vérité-là. Parce que la science, c'est ça, c'est la recherche de sens, la recherche de réponses à des questions. Puis c'est ensuite qu'on va aller sur la méthodologie de, OK, mais c'est quoi la meilleure manière de collecter des données? Et à travers cet éventail-là, qui va faire du sens avec notre épistémologie et notre ontologie, on va choisir une méthode très précise qui va être en cohérence. Et c'est vraiment important parce que si on choisit quelque chose qui n'est pas en cohérence avec nos racines, bien, vous voyez bien que l'arbre, il sera pas très fort et c'est la première étape. Si vous dites, OK, vos attentes, c'est de savoir comment faire une analyse qualitative rigoureuse, c'est de vous questionner sur justement ces paradigmes-là, sur la perspective que vous voulez prendre, puis est-ce que vos choix sont faits en cohérence avec ça. Et c'est important de prendre le temps de le faire au début, parce que je vous dis très rapidement, quand on est rendu à l'analyse ou quand que je révise des articles scientifiques, par exemple, c'est très apparent quand les gens n'ont pas nécessairement songé à ça. Et là, de la manière dont ils le décrivent, on voit que c'est pas du tout cohérent et ça nuit aux analyses qui vont être faites. Donc, ici, c'est un gros tableau avec beaucoup de mots, mais on va le décortiquer. Premièrement, un élément qui est important pour moi que vous retenez, c'est que ce sont des pôles, c'est comme des idéaux. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est 100% post-positiviste ou 100% critique. Et ça va aussi varier un peu d'un auteur à l'autre. Donc, il y a différents idéotypes ou différents paradigmes types. Je dirais que c'est les trois plus grands ou les trois qui reviennent le plus souvent. Mais ça se peut que vous regardiez d'autres livres ou d'autres euh, webinaires, puis que ça varie un peu. Donc, ce qu'on a ici, c'est les trois grands paradigmes en recherche scientifique, qui est vrai en sciences humaines ou qui peut être vrai aussi dans d'autres sphères de recherche. Et ici, on a nos quatre grands axes euh, des paradigmes. Donc, l'ontologie, comme on a vu tout à l'heure, l'ontologie, c'est vraiment qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité unique? Donc, on va le voir. Ça diffère d'un paradigme à l'autre. L'épistémologie, c'est comment est-ce qu'on peut, donc, en fonction de comment on considère la vérité, comment est-ce qu'on peut l'enquêter? C'est beaucoup la relation entre le ou la chercheur et la vérité ou la science ou la réponse qu'on tente de chercher. L'axiologie, c'est la place des valeurs. Et ça, c'est vraiment important. Puis, ça se peut que ça vous heurte. Euh,
surtout les personnes qui sont beaucoup habituées à travailler en recherche quantitative ou travailler dans des domaines, disons, par exemple, médical ou certains domaines en particulier, on va en reparler, mais euh, notre conception de la science, c'est qu'il ne devrait pas avoir de place pour les valeurs dans la science. Mais ça dépend du paradigme dans lequel on est. Et finalement, la méthodologie, donc c'est la grande famille. Qu'est-ce qu'on a tendance à regarder, les approches qu'on a tendance à utiliser, qui va être ensuite cohérent avec les autres éléments de notre paradigme. Est-ce que ça fait du sens pour au moins les catégories que je viens de vous expliquer ici? Parce que je vous avais avec des exemples, mais si ça fait moyen de sens, ça devient compliqué à comprendre. Puis, sans aussi, tu sais, c'est vraiment important de vous poser des questions. Moi, ça m'a pris plusieurs personnes, plusieurs fois, à m'expliquer ce tableau, ces éléments-là, pour que je sois comme, ah oui, ok, c'est ça l'ontologie. Ça m'a vraiment pris un certain temps. C'est pas quelque chose qui est nécessairement super simple à appréhender. Fait que, sentez-vous très à l'aise. Je vais vous les présenter colonne par colonne. Sachez, comme je vous dis, que c'est quand même un continuum, là. Les frontières sont plus floues que ce qu'on peut voir dans un tableau comme ça. Le post-positivisme, donc, généralement, on s'entend pour dire que le positivisme, dans l'histoire, par exemple, des sciences, c'est ce qui appartenait vraiment à la science, disons, pure et dure, c'est la chimie, la physique, etc. Et on a quand même un peu évolué par rapport à ça. Donc, la psychologie, par exemple, les sciences sociales se sont beaucoup inspirées du positivisme au début, entre autres parce que ils voulaient s'assurer que ce soit une science qui était sérieuse, qui était prise au sérieux dans les sphères des sciences. Donc, ils sont allés plus au début sur le post-positivisme, qui existe encore beaucoup aujourd'hui et qui a beaucoup teinté notre conception de qu'est-ce qu'on considère comme de la science ou de la bonne science. Donc, en termes ontologie, on considère qu'il y a une vérité. Donc, il y a une vérité qui est uniforme. Elle existe, là. Si on a une question de recherche, il y a une seule et vraie, unique réponse qui existe, mais on réalise que c'est pas possible nécessairement de la saisir complètement, beaucoup parce qu'on n'a pas nécessairement développé les bons outils encore pour le faire. Donc, on considère vraiment, c'est ça, que, disons, si ma question de recherche, c'est par exemple, moi, je poserais pas la question tout à fait de la même façon, mais euh, j'essaie de trouver une façon de vous comprendrez que je suis pas très post-positiviste, là, donc mon cerveau fonctionne pas tout à fait comme ça. Mais il y aurait une façon de dire, par exemple, euh, quelle est euh, c'est ça. Par exemple, si on disait, je vais utiliser l'exemple de la maîtrise à Camille parce que je la connais bien, mais ça serait, on considère qu'on voudrait tester une hypothèse. Donc, on considère que les athlètes de parasport vont avoir des expériences de sport sécuritaire qui sont plus négatives que les athlètes qui ne sont pas en parasport. On viendrait appuyer ça avec différentes sources et on considérait que elle est là, que c'est ça la vérité qu'on veut tester. Et ensuite, on irait faire des entrevues qui seraient ou des questionnaires très spécifiques avec des réponses ouvertes pour tester une hypothèse. Donc, parce qu'on considérait qu'il y aurait une réalité qui serait objectivement capable, qu'on serait objectivement capable d'exposer. Donc, j'ai un peu sauté d'un à l'autre, mais dans l'ontologie, il y a une seule vérité. Dans l'épistémologie, c'est-à-dire comme chercheur, qu'est-ce que je cherche à avoir comme position? C'est une objectivité. Donc, je veux être objective. Je veux m'assurer de répondre à la question en restant le plus centré sur ma question de recherche possible, mais en sachant que c'est imparfait. Donc, les méthodes que j'utilise sont imparfaites. On est comme dans un monde, il y a plein de variables qui peuvent exister. Donc, on n'est pas en laboratoire où je peux tout contrôler. Donc, je reconnais que c'est imparfait. Ce qui veut dire que mes résultats, je vais considérer qu'ils sont probablement vrais. Mais je peux pas dire que je suis objectif à 100% ou que je contrôle à 100% l'ensemble des variables parce que je suis dans le monde naturel. Et l'axiologie, à ce moment-là, donc au niveau des valeurs, on voit bien que si je veux être objective, ben, je vais tendre le plus possible vers la neutralité. Donc, mon objectif à ce moment-là, c'est
de reconnaître mes présupposés et tenter de les contrôler le plus possible, donc d'être le plus possible neutre par rapport à ma question de recherche. Et donc, je vais utiliser des approches déductives, je vais tester des hypothèses et je vais vraiment être le plus possible centré sur ma recherche de vérité à ma question de recherche spécifique. Donc, ça, c'est vraiment une position qui est très post-positive. Ensuite, si on va un peu plus à droite, on a des approches qui sont constructivistes. Donc, on voit dans le constructivisme qu'il y a une notion de construire ou de co-construire des réalités. Donc, dans l'ontologie, ce qu'on voit, c'est il n'y a pas une seule vérité, donc il n'y a pas une seule réponse à ma question. Il y a plutôt des vérités, donc plusieurs réalités qui sont non uniformes et qui vont être co-construites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si on revient justement à la question de recherche de Camille, ben, je vais considérer que les athlètes en parasport vont avoir des réalités qui sont différentes du sport sécuritaire. Elles seront pas uniformes d'une personne à l'autre, mais elles vont être tout aussi vraies. Donc, je cherche pas. Donc, en post-positiviste, des fois, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une vérité qui est comme dans le milieu, puis on tourne autour en essayant de trouver des perspectives différentes. C'est là qu'on va utiliser, par exemple, des termes comme trianguler, euh, parce qu'on essaie de trianguler des points de vue. Pourquoi? Pour être le plus proche possible de la vérité qui va être au centre. En constructivisme, on n'utilisera pas ces termes-là parce qu'on cherche pas une réalité unique. On cherche à mettre en lumière plusieurs réalités, puis voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Qu'est-ce que ça nous dit, ces réalités-là? Pourquoi elles sont co-construites? Ben, deux choses. C'est il y a une considération que la réalité, elle est ultimement sociale. Donc, ça fait du sens dans les sciences sociales. Le sport sécuritaire, ben, c'est co-construit dans des interactions qu'on a avec notre milieu, avec des personnes, avec des croyances par rapport à nos capacités, par exemple. Donc, c'est co-construit. Et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. C'est qu'il y a une variété presque infinie d'expériences qu'on peut avoir. Et on n'essaye pas de contrôler pour trouver c'est quoi la vérité là-dedans. On fait juste réaliser qu'il y a plusieurs expériences puis qu'il y a plusieurs réalités. Ce qui nous amène dans une épistémologie, donc notre relation à la science ou à la vérité, c'est qu'on va être dans l'interactionnisme ou l'intersubjectivité. Donc, si on considère que la réalité en tant que telle, elle est co-construite, on va aussi considérer que quand on est en collecte de données, on co-construit les données ou les résultats. C'est-à-dire que comme chercheur, je participe intimement aux données qui vont sortir, selon les questions que je vais poser, selon les relances que je vais avoir, les expressions faciales que je vais avoir, même juste mon choix de questions de recherche, puis les personnes que je vais recruter, je co-construis, je participe activement à la production de ces données-là. Et donc, dans mes valeurs, ben, c'est que je reconnais pleinement la subjectivité et les valeurs que j'ai. Si je considère que je co-construis, que je participe activement à cette construction des connaissances-là, plutôt qu'être dans la neutralité, ben ça ferait pas de sens parce que je me dis ben si je co-construis, je dois reconnaître qu'est-ce que j'apporte à la table. Donc, je vais reconnaître pleinement la subjectivité, pas comme quelque chose en post-positiviste, la subjectivité, c'est quelque chose qui est négatif. On veut pas ça. On veut l'objectivité, donc on doit travailler à avoir des critères spécifiques qui nous permettent d'être le plus objectif possible, même si on sait que ça va être imparfait. Tandis que dans le constructivisme, c'est le contraire. On est comme non, on est subjectif et c'est une qualité qu'on a en tant qu'être humain, de chercheur, d'être subjectif et d'avoir cette possibilité-là d'utiliser la subjectivité dans notre processus d'analyse. Ce qui nous amène à des méthodes qui sont plutôt dans l'inductif ou l'interprétation, l'interprétatif. Euh, donc, c'est là aussi, je vous dis, si vous êtes dans le constructivisme et vous utilisez une approche, et vous dites, par exemple, on va le voir plus tard, mais si vous êtes dans le constructivisme et vous dites, ah, je vais utiliser une approche d'accord interjuge, ça fait pas beaucoup de sens parce qu'une approche d'accord interjuge, c'est pour vérifier si vous avez vraiment été objectif dans votre analyse. Ben, en constructivisme, c'est pas un critère de rigueur. C'est correct d'être subjectif. On a d'autres critères de rigueur. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais il faut utiliser les critères de rigueur, pas parce que on en parle dans certains textes, mais parce qu'ils sont alignés avec le paradigme et les méthodes qu'on prend.
Et finalement, un paradigme qui est plus critique, où on l'appelle parfois transformatif, ça va ressembler au constructivisme, c'est-à-dire que, encore une fois, en termes d'ontologie, on voit des réalités qui sont non uniformes et co-construites. Et on est aussi dans l'interactionnisme et l'intersubjectivité, mais ici, les valeurs, ils prennent une place centrale. Donc, euh, les résultats sont co-construits, mais ils sont aussi médiés par les valeurs. C'est-à-dire, non seulement, c'est pas juste moi en tant que chercheur, j'ai des valeurs que j'apporte à la table et ça va influencer les résultats. C'est que les valeurs, ils font partie intégrante de comment les résultats arrivent. Par exemple, dans le sport sécuritaire, puis là, encore une fois, on est dans un continuum, mais dans le sport sécuritaire, le fait de dire qu'on considère que c'est inacceptable qu'il y ait de la violence en contexte sportif, c'est une valeur, c'est un jugement de valeur. Euh, et ça teinte comment on fait de la recherche, pourquoi on fait de la recherche, quelles questions on pose. Donc, c'est difficile pour nous, à moins qu'on prenne une approche, puis je pense que j'en ai vu quand même certains textes, certains articles qui essaient de demeurer très neutres et objectifs, mais c'est quand même difficile quand on parle de violence ou de sport sécuritaire de rester dans le post-positiviste, parce que on a quand même, si on le fait, c'est parce qu'on considère que quelque chose a changé. Et c'est là où on voit l'axiologie, on n'est plus seulement dans la reconnaissance de la subjectivité, mais c'est que les valeurs, ils sont au cœur du projet. C'est ça qui nous guide. C'est pour ça qu'on a décidé de faire de la recherche, pour ça qu'on a décidé de poser telle question. Et on va utiliser des approches qui sont inductives et interprétatives. Vous voyez bien qu'aux deux pôles sont très en contradiction. Euh, Comme je dis, c'est rare d'être entièrement dans un, entièrement dans l'autre. Moi, je considère que pour moi, je suis beaucoup dans le constructivisme. Sur certains projets de recherche, j'ai utilisé des approches un peu plus post-positivistes, mais j'ai tendance aussi à être critique parce que je fais de la recherche parce que j'ai envie de contribuer à améliorer la société. Donc, veux pas, oui, c'est des valeurs, mais c'est aussi que je fais de la recherche sur des éléments que je considère qui sont négatifs pour le bien-être de certaines personnes. Donc, automatiquement, il y a aussi comme une recherche de transformation sociale. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, maintenant que j'ai tout lancé ça, puis j'ai parlé de plein de termes un peu complexes? Ben, si je peux me permettre, parce que on les a vus un peu dans les cours qu'on a eus. Mhm. Ben, premièrement, critique, en fait, moi, je l'avais. En tout cas, je me souviens pas d'avoir vu. Fait que déjà là, je trouve que c'est le fun de le connaître. Puis vraiment, la différence entre post-positiviste et constructiviste, c'est vraiment plus clair. Tu sais, vraiment qu'il y en a un qui est plus catégorique, puis l'autre, on se permet un peu plus tout en, comme tu dis, restant rigoureux. Fait que, ben, pour moi, c'est vraiment plus clair comparativement à ce qu'on avait vu. OK. Je dirais la même chose pour moi. On l'a vu rapidement là, dans nos cours, peut-être pas au complet, surtout le post-positiviste qu'on l'a vu. Puis, je dois dire, je l'avais pas nécessairement, je me rappelle plus exactement comment il l'avait présenté, mais je l'avais vraiment pas aussi bien saisi que là, que j'ai saisi présentement, là. OK. Est-ce que ça vous choque quand je vous dis l'objectif de faire de la recherche, c'est pas nécessairement d'être neutre? Pour ma part, un petit peu, parce que on est dans les cours qu'on a présentement, c'est très centré sur OK, il faut être objectif, il faut vraiment être neutre. Dès qu'on comme ça, on s'en va de ce chemin-là, c'est là que c'est comme plus compliqué, puis que c'est plus difficile à gérer. Donc oui, quand même, d'une certaine façon, ouais, je suis étonné. Mhm. Laurie, j'ai envie de t'entendre aussi. Je te mets un peu sur le spot, mais j'ai envie de t'entendre. Alors personnellement, j'avais déjà vu, enfin, j'ai tout un cours sur, sur ces paradigmes-là, mais ça date. Et, et je sais qu'on avait principalement ciblé le post-positivisme et le constructivisme, mais pareil, on n'avait pas parlé du transformatif, donc c'est nouveau. Et ça rafraîchit Mhm. un petit peu, donc ça fait pas de mal. Mais est-ce que c'est choquant de voir en termes, tu sais, le débat objectivité-subjectivité? Je suis pas sûre que choquant ce soit le bon terme, mais ça interpelle forcément. Mhm, Et moi, c'est vrai que je suis un peu plus dans le post-positivisme, euh, mais j'ai quand même un attrait pour le constructivisme, mais c'est juste que j'ai pas beaucoup travaillé dans ces méthodes-là, donc mhm. je suis assez curieuse.
on va dire. Parfait. Puis je vous pose la question parce que c'est tout à fait normal dans un sens, c'est qu'on a encore beaucoup, si on parle de la science de façon générale, on est encore beaucoup dans le post-positivisme. Puis moi, j'ai des débats récurrents sur, OK, mais oui, mais t'es pas objective. Mais c'est pas ça mon. Moi, j'aspire pas à l'objectivité dans certains projets. Puis c'est correct, ça. Donc l'idée, puis encore une fois, c'est important que vous compreniez que ce que je dis pas que le constructivisme est la meilleure méthode ou le meilleur paradigme. C'est pas du tout ça. C'est, on a chacun des approches qui nous ressemblent plus pour différentes raisons. Il y a aussi des approches qui sont plus cohérentes avec certaines questions de recherche ou certaines méthodes ou peu importe. L'important, c'est d'être cohérent entre qu'est-ce qu'on essaie de faire, notre paradigme, puis justement les critères de rigueur qu'on utilise. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus ça qui est important. Moi, j'ai aucun problème avec la recherche post-positiviste. On en a besoin. Par contre, on peut pas non plus dire qu'on fait du constructivisme en disant qu'on reste le plus neutre possible. C'est là, moi, où j'ai un problème. Vous comprenez? Parfait. Donc, euh, pourquoi, puis là, je trouve ça, cette citation quand même assez drôle, pourquoi je vous parle de ça? Mais Albert Einstein, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que s'il y avait 1 heure pour résoudre un problème et que sa vie en dépendait, il utiliserait les 55 premières minutes pour savoir si c'était, dans le fond, c'est quoi les bonnes questions à se poser. Et c'est un peu ça qu'on vient de faire. C'est avant de partir, puis on a souvent tendance à faire l'inverse, de partir avec la méthode ou OK, ça c'est vraiment le photo, c'est tellement le fun, on va faire ça. Ben, est-ce que c'est la bonne façon de résoudre notre question? Est-ce qu'on a une bonne question de recherche? Et est-ce qu'elle est cohérente avec nous, notre paradigme? Sinon, on va trouver ça très long aussi. Puis on va avoir de la difficulté avec les analyses puis avec comment rendre nos résultats parce que il va avoir une brisure à quelque part dans notre art. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de bien le faire. Donc, ça, c'est d'où on vient. C'est très rapide. On va maintenant à où on va. Donc, qu'est-ce que c'est de l'analyse qualitative? Donc, si vous définiriez la recherche qualitative, si je vous demande, puis là en plus, j'ai des experts, vous avez presque tous et toutes fait des cours, si je vous demandais de définir c'est quoi de la recherche qualitative, vous me diriez quoi? Je peux y aller. Ça va être, pour moi, c'est vraiment la recherche plus des expériences. Ça peut être phénoménologique, excusez-moi. Donc, pour moi, je peux commencer de cette manière-là. Ouais. Et donc, on est plus sur l'expérience des personnes. C'est un bon point. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, Camille? Ben oui, je peux enchaîner. Ben, surtout qualitatif, souvent, ben, moi, je compare souvent à quantitatif. Fait que, tu sais, c'est là, on n'est plus dans des chiffres, on est vraiment plus un peu comme Félix dit, dans l'expérience, puis dans des passages qui sont dits ou racontés surtout. Fait que c'est surtout ça, moi, la différence que je mets avec qualitatif. Ouais. Laurie aussi, tu t'étais. Ouais, moi, le terme qui me vient toujours à l'esprit, c'est la co-construction entre Mhm. le chercheur et les participants. Ouais, tout à fait. Corinne, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. J'aurais dit un peu comme Cam, là, où est-ce que c'est vraiment comme la différence avec le quanti, genre les chiffres versus vraiment l'écriture, l'expérience, le vécu des gens. Mhm. Puis la base, c'est ça, hein? Donc, si on compare, puis si la première chose qu'on va dire, c'est ben, la recherche quantitative, c'est des chiffres, la recherche qualitative, c'est des mots. Très simple. C'est ça, la recherche qualitative. Mais ça va un peu plus loin, puis vous l'avez bien dit. C'est qu'est-ce que ça veut dire comparer des chiffres avec des mots? Bon, si pour le même phénomène, c'est-à-dire on met de la crème glacée gratuite dans un parc, ben il y a quelqu'un qui ferait quantitativement, il calculerait, OK, il y a juste une personne sur 30 qui prend la crème glacée gratuite. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on chiffre, puis on a comme une possibilité d'avoir beaucoup, beaucoup plus de matériel parce que on peut regarder des centaines de personnes passer dans le parc. Au niveau de la méthode qualitative, ben, la personne à la place, elle va aller voir la personne pour lui demander, OK, mais comment tu t'es senti quand tu as vu la crème glacée gratuite? Puis la personne, elle va dire, OK, mais j'étais excitée, mais aussi un petit peu, tu sais, un petit peu épeurée, là, épeurée.
Ouais, c'est ça. J'ai eu un peu peur parce que, ben là, la crème glacée est gratuite dans un parc. Puis là, on va pouvoir comprendre plus, comme vous l'avez dit, son expérience. Évidemment, on ne pourra pas aller faire une entrevue avec 100 personnes qui passent dans le parc. Par contre, on va aller beaucoup plus en détail sur son expérience. La prochaine citation est très longue, mais je la trouve vraiment importante. Vous verrez aussi que Michael Quinn Patton, c'est un grand en méthode de recherche. J'aime beaucoup. Il y a quelques citations de sa part. Euh, mais dans son livre, il disait, les innovateurs, they're told, think outside the box. The qualitative scholars will tell their students, study the box. Observe it. Inside, outside, from inside to outside, and then from outside to inside. Where is it? How did it get there? What's around it? Who says it's a box? What do they mean? What does it matter? Or does it? What is not a box? Ask the box questions. Question others about the box. What's the perspective from inside or from outside? Or study diagrams of the box? Find documents related to the box? What does thinking have to do with the box anyway? Understand this box and then study another box and then another and understand box. Understand. Then you can think inside and outside the box. Perhaps for a while until it changes, until you change, until outside becomes inside again, then start over. Study the box. Qu'est-ce que ça vous dit, cette citation-là? Corinne est découragée. Qu'est-ce que ça veut dire, Félix? Euh, Ah, ou Corinne, non, vas-y. j'ai ben, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme prendre comme tout en compte, genre le contexte, l'environnement, comme c'est pas juste comme étudier une seule chose, puis se fier à ça un peu. C'est comme vraiment comme. Puis, tu sais, je pense que ça vient un peu avec la construction que le gars parlait, où est-ce que ça change, puis des fois, tu sais, c'est historique ou culturel, tu sais, genre que ça va venir changer avec le temps, puis que toi aussi, comme chercheur, ta perception va changer, puis il va falloir que tu réétudies encore. Exactement. Ouais. La fin, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est après avoir fait tout ça, là, tu vas peut-être le comprendre. On publie notre article, on est super excités, on a trouvé des résultats. Puis 3 ans après, il va arriver quelque chose où toi, tu vas relire ton article, et tu vas dire, ah, j'aurais pas tout à fait analysé ça de la même façon. C'est normal, ça. Puis c'est ça, en fait, c'est ça qui est excitant avec l'analyse qualitative. Est-ce que vous avez Ben d'autres moi, pour réflexions, Philippe? renchérir sur ce que Corinne a dit, c'est vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en jeu, là. Il y a vraiment beaucoup de choses à penser dans chaque petite étape. Puis, comme tu viens juste de dire, même si tu penses avoir tout, même si tu penses avoir vraiment tout coché, tu peux revenir dans 1 an et demi, 2 ans, ou peu importe, puis tu dis, OK, ouais, finalement, il manquait peut-être ça. Ah, finalement, j'aurais pu faire telle manière. Donc, même si tu penses avoir tout, ça se peut que ça soit pas complet, mais en même temps, il faut que tu finalises quelque chose, là. Donc, il faut que ça. Exact. Donc, on va se rappeler qu'une bonne thèse ou un bon mémoire, c'est un mémoire ou une thèse déposée. Mais ici, ce que ça veut dire aussi, c'est quand je vous parlais de subjectivité, puis l'idée qu'il n'y a pas une réalité, mais des réalités, c'est que de toute façon, vous ne serez jamais en mesure de faire l'ensemble. C'est plusieurs différentes manières de comprendre ou de se questionner. Puis on va souvent choisir une perspective. Donc ici, il dit, OK, là, on l'observe. Premièrement, de la recherche qualitative, ça peut être de l'observation. Vous pourriez ne parler à personne, puis juste aller avec des grilles d'observation, puis observer des phénomènes. Mais après, fait que donc tout le contexte. Mais après, vous allez poser des questions à une personne, vous posez des questions à d'autres personnes à propos de ce phénomène-là. Ça, c'est deux perspectives différentes. Vous pourriez faire des diagrammes, vous pourriez trouver des documents. Il y a toute une question d'analyse documentaire aussi. Par exemple, en sport sécuritaire, on pourrait, et c'est un de mes rêves, de faire une analyse des politiques de sport sécuritaire. On parlerait à personne. On ferait juste prendre plein de politiques de sport sécuritaire, soit au Canada ou à l'international, et on comparerait qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça veut dire. Et on pourrait aussi faire une étude de cas, c'est-à-dire avec une seule personne ou une seule organisation et aller vraiment en détail, ou on pourrait faire des entrevues ou des groupes de discussion, puis là, avoir plein de gens différents. Donc, ça nous ouvre plein de perspectives. Mais l'idée, c'est que think outside the box, qui est une phrase qu'on se dit tout le temps,
ben, c'est beaucoup plus compliqué que qu'est-ce qu'on peut penser. Puis en recherche qualitative, ben, on aurait plein d'éléments, plein de contextes, plein de perspectives qu'on pourrait prendre pour aller plus en détail. Et sachant ça, on va arriver à la fin, puis ça sera pas complet, puis c'est correct, parce que ça veut dire que d'autres personnes peuvent arriver avec une autre perspective, puis ça nous enrichit notre compréhension commune. Donc, si, bon, on va un peu plus en détail sur, OK, oui, qualitatif, c'est des mots, quantitatif, c'est des chiffres, mais encore, on voit généralement trois niveaux de définition, trois niveaux de qualitatif, si on veut. Donc, on a en soi des données qui sont qualitatives. Donc, comme je vous l'ai un peu dit, et vous l'avez bien dit, c'est généralement des mots, des propos, des discours, mais ça peut être des documents, comme je viens de vous dire, des analyses documentaires, ça peut être des entrevues, des groupes de discussion, donc des interactions avec des personnes, ou de l'observation. Et on peut tout à fait faire une analyse quantitative de données qualitatives. C'est-à-dire que je peux prendre des documents. Maintenant aussi, avec l'intelligence artificielle, il y a des éléments vraiment intéressants qui commencent à survenir. Notamment, ils prennent par exemple, la Coupe du monde féminine, ils vont prendre tous les posts qui ont été mis sur Twitter ou sur Facebook par rapport à la Coupe du monde. Ils vont être en mesure de rapidement, avec l'algorithme, quantifier puis faire ressortir certains thèmes. C'est très quantitatif. On n'est pas dans le questionnement, dans l'analyse de l'expérience, etc. Mais c'est super intéressant. C'est plus post-positiviste, mais ça va répondre à des questions qui sont très spécifiques et qui, justement, seraient pratiquement impossibles à faire en qualitatif, là. À faire, ben, tu sais, avec une approche vraiment très qualitative, interprétative, une si grande quantité de données. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire, là. Donc, c'est des données qualitatives, mais c'est pas parce qu'on a des données qualitatives qu'on fait de l'analyse qualitative. Et si on fait de l'analyse qualitative, c'est un peu comme vous l'avez dit, on cherche à comprendre l'expérience, c'est-à-dire le sens. On veut le sens ou la signification que les personnes ou les groupes de personnes construisent. On veut comprendre quand on parle de sport sécuritaire avec des athlètes de parasport, qu'est-ce que ça veut dire pour eux et elles? C'est à quoi eux et elles pensent, c'est quoi qu'ils vont nous donner comme exemple, qu'est-ce que ça leur a fait sentir. C'est là qu'on voit qu'avec le qualitatif, on va être plus dans la profondeur, dans c'est ça, les nuances, versus en quantitatif, on pourrait poser des questions à beaucoup plus de personnes, mais on peut pas faire de relance. C'est difficile d'aller vraiment sur les croyances, sur l'expérience en tant que telle, mais on va avoir une cartographie beaucoup plus grande. Et donc, on a les données, on a l'analyse, mais on a l'approche, le paradigme ou la tradition qualitative. Donc, ça varie les personnes, comment ils en parlent. Mais dans le fond, c'est des traditions de recherche pour lesquelles des auteurs, des autrices vont proposer certaines caractéristiques spécifiques, notamment des critères de rigueur. Donc, là, ça a l'air un peu intense. Tracy, donc Sarah Tracy, un des textes que j'avais envoyé à lire, elle, dans les traditions de recherche, dans son livre, elle propose trois grandes caractéristiques. Patton, lui, il aime faire beaucoup de tableaux, il en propose 12. J'en ai trois que j'aimerais voir avec vous parce que pour moi, elles sont quand même très importantes et potentiellement distinguent un peu plus la recherche qualitative. Donc, les stratégies, lui appelle ça c'est des caractéristiques, mais ça peut être des stratégies. Il parle de neutralité empathique et conscience. Donc là, tantôt, je vous ai dit, on n'est pas dans la neutralité. Patton, lui, il parle de neutralité, mais de neutralité empathique. Donc, il dit que quand on fait une approche qualitative, donc qui est peut-être le plus grand terme qui sous-entend les autres, c'est qu'on va prendre une position empathique durant une entrevue où l'intervieweuse va chercher à comprendre sans jugement. C'est là où on veut une neutralité. Ça ne veut pas dire qu'on est objectif ou qu'on veut être neutre parce que c'est ça, faire de la bonne science. La neutralité empathique, c'est plutôt de laisser l'espace à l'autre personne d'exprimer ce qu'elle veut exprimer sans sentir qu'elle va être jugée par la personne. Donc, on veut montrer une ouverture, une sensibilité, du respect, puis être entièrement présent. Donc, pour les personnes qui ont déjà fait des entrevues, je pense à Camille, entre autres, c'est extrêmement exigeant faire une entrevue parce que on doit être 100% là
écouter la personne, être en mesure de lui offrir cet espace-là où parfois on pose des questions, surtout dans notre domaine, qui sont sensibles, qui peuvent faire survenir des expériences sensibles ou traumatiques même. Mais pendant ce temps-là, on est aussi en train de réfléchir, OK, voici les questions, la liste de questions que je dois poser. Où est-ce que je m'en vais? Combien de temps qu'il reste? Est-ce que je fais une relance ici? Est-ce que ça, c'est quelque chose? Ah oui, ça me fait penser à qu'est-ce que l'autre personne a dit. Donc moi, ça me fait souvent penser à un canard. Sur le dessus de l'eau, tu vois, il a de l'air tellement calme, mais en dessous, il patine, tu sais, il patauge vraiment beaucoup. C'est ça, faire de la collecte qualitative, que ce soit en entrevue, aussi en focus group, où là, t'as beaucoup de personnes autour de toi, mais tu vas avoir de l'air très zen. Donc, une autre citation rapidement de Michael Kuhn Patton, qui est quand même d'une autre génération, mais il disait, When I was in graduate school, we were constantly warned that emotion was the enemy of reason. Puis c'est un peu ça aussi le combat entre l'objectivité et la subjectivité, c'est que si on est dans les émotions, on n'est pas rationnel. Now, based on the latest research, puis là, ça date quand même, mais il y a une dizaine d'années, on how we as humans make decisions, brain research and cognitive science, we know that emotion is not opposed to reason. Our emotions assign value to things and are the basis of reason. Emotive traits like empathetic sensitivity are not barriers to scientific inquiry about the human experience. Rather, the capacity for empathy enhances, enriches, and deepens human understanding. Donc, c'est un peu aussi l'idée que, puis après, si on, de façon générale, si on est en train de faire de la recherche, on a une certaine empathie parce qu'on veut comprendre, qui plus est là, dans des domaines en sciences sociales, puis en sécurité, en sport et en violence en contexte sportif. Mais c'est quand même et je vous mets ça parce que je trouve ça important, puis comme Félix l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont dire non, faut rester très neutre, faut rester objectif. Mais les émotions, et je vais en reparler dans l'analyse, pour moi, c'est justement un signe qu'il est en train de se passer quelque chose. On est dans des expériences, des phénomènes, du sens qu'on essaie de donner. Les émotions que nous, on vit en tant que chercheurs, ce sont des indices du sens de quelque chose qu'on est en train de co-construire. Donc, si on essaie de tout évacuer, on se prive de certaines capacités qu'on a à nous aider à faire cette analyse-là, à mon sens. Donc, stratégie d'approche qualitative, perspective qui est holistique, qui est beaucoup plus holistique. Donc, après, ça dépend. Je pense que des fois, on va être vraiment dans des trucs très spécifiques, mais on est beaucoup moins dans poser des questions très, très, très spécifiques. Puis pour les personnes avec qui j'ai déjà parlé, quand on crée des canevas d'entrevue, par exemple, on pose jamais des questions fermées. On veut pas ça. Si on veut des questions fermées, on va faire un questionnaire. Ce qu'on veut, c'est d'ouvrir la question le plus largement possible pour pouvoir avoir l'expérience et la vie de la personne. Mais ça veut aussi dire qu'on voit comme le phénomène à l'étude comme un système qui est très complexe. Et nous, notre objectif, c'est de mettre en lumière cette complexité-là. Parfois, c'est un peu, et puis là, comment on met les thèmes ensemble, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, c'est stressant parce qu'on a une responsabilité après de rendre ça. Mais c'est aussi ça qui est beau, c'est-à-dire quand on est capable de mettre en lumière de la complexité, ça veut dire qu'on a un peu arrivé à qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, c'est d'être capable de voir le phénomène comme un tout. Ici, c'est un classique, là, mais c'est la parabole indienne des personnes aveugles et de l'éléphant. C'est-à-dire des personnes aveugles qui avaient jamais vu un éléphant, évidemment. Ils sont allés dans la jungle, ils ont trouvé un éléphant. Puis là, ils décrivaient en touchant qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était, tu sais, à quoi ça leur faisait penser. Ils voyaient bien qu'ici, bon, dépendamment si tu touches la trompe, ça ressemble à un serpent, ça ressemble à un arbre, ça ressemble à un mur. C'est sûr que si on focus sur une très, très petite partie, on peut penser que c'est exactement comme un mur ou exactement comme un serpent. Mais l'important, c'est de prendre des pas de recul puis d'être en mesure d'apprécier le phénomène en un tout. Puis après, c'est difficile parce que là, on voit bien un éléphant, mais si on se recule encore plus, on verrait l'éléphant dans son troupeau potentiellement, dans la jungle. Donc, à quel point on doit se décentrer, c'est toujours aussi un équilibre là, à trouver. Mais on a quand même une compréhension d'analyse qualitative, et vous l'avez dit tantôt dans la citation, d'avoir une approche qui est beaucoup plus contextuelle, puis d'essayer de se décentrer, puis de voir un peu plus large. Euh, et donc, sur la réflexivité, je vous avais envoyé
je suis désolée pour certaines personnes que je vous ai envoyées hier, mais la réflexivité, elle est extrêmement importante. C'est un des critères de rigueur le plus important. Donc, self-reflexivity refers to people's careful consideration of the ways in which their past experiences, points of view, and roles impact their interaction with and interpretations of any particular interaction or context. Donc, la réflexivité ici, en analyse qualitative, moi j'en parle dans mes cours, c'est aussi dans à peu près toutes les interactions que vous avez, les interactions humaines, donc aussi en coaching, aussi en enseignement d'éducation physique, j'en parle à tous les cours. C'est de prendre en considération comment nous, d'où on vient, qui on est, a un impact sur comment on est en relation, comment on co-construit et comment on interprète les relations qu'on a. Mais c'est vrai aussi en recherche. Et à peu près tous et toutes les chercheurs en analyse qualitative vont parler de réflexivité. L'importance, bon, Patton parle de perspective et de voix, d'analyser sa propre voix et sa perspective et d'être en mesure de l'assumer. Je pense que c'est moi qui l'avais ajouté. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est une interprétation de l'interprétation. C'est qu'on se questionne, hein, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette interprétation-là? Et vous allez souvent voir, maintenant, c'est presque une exigence dans les articles qualitatifs. Ils vont demander aux auteurs de parler de leur positionnalité, c'est-à-dire qui ces personnes sont. D'où elles viennent, comment est-ce que ça a influencé leur analyse, quelle stratégie les personnes ont utilisées pour assurer une rigueur. L'idée, c'est pas de dire, ben, tu sais, j'ai eu ces expériences-là, donc j'ai essayé de les ignorer. C'est de les assumer. Et moi, je pense que en tant que lectrice, je veux savoir d'où tu viens, Camille, d'où tu viens, Félix, d'où tu viens, Corinne et Laurie, pour savoir comment moi, je peux interpréter ça à la lumière de tes interprétations. C'est pas un négatif, c'est juste que ça me permet de dire, OK, c'est une perspective particulière sur ces données-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment important, c'est que les chercheurs sont les instruments de recherche en analyse qualitative. On va voir un niveau, on va voir des outils, mais ça, c'est pas les instruments de recherche. Les instruments de recherche, c'est nous. C'est nous quand on est dans la collecte de données, c'est nous quand on est dans l'analyse. Et donc, on doit savoir cet instrument-là, il vient d'où? Qu'est-ce qui l'a influencé pour comprendre où il arrive à cette analyse-là. Ici, c'est juste pour dire que la réflexivité ou les reflexive screens ici, ils viennent de moi en tant que personne. Donc, ça, c'est un peu l'auto-réflexivité comme on parlait. Des personnes qui sont nos participants. Donc, on parle de la co-construction ici. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est qui va recevoir l'étude. Donc, qui va nous lire? Ça, par exemple, je sais que Camille et moi, on en a beaucoup parlé. Pour les mêmes données, si on va présenter dans un congrès scientifique versus si on va présenter dans un congrès de coach versus si on va présenter dans un congrès d'athlètes, ça sera pas nécessairement le même message, ça sera pas nécessairement la même manière de les présenter parce que ces personnes-là viennent chercher certaines choses, puis nous, on veut donner certains messages. C'est pas changer la nature de nos données, c'est d'adapter cette perspective-là en fonction de l'interprétation qui peut en être faite. Et avant de prendre une pause, en fait, et de rentrer dans comment on fait, comment on sait si on fait bien, Patton, il dit, vous voyez, j'aime bien, Qualitative research is time-consuming, intimate and intense. C'est un peu, pas un avertissement, mais à prendre en compte. Ça prend beaucoup de temps, l'analyse qualitative. Donc, parfois, moi, je me rappelle avoir averti certaines personnes qui disaient, ah oui, là, j'ai tout collecté mes données. Dans un mois, je vais avoir fait mon analyse. Très peu probable. Très, très peu probable. Euh, et quand on dit c'est intime et c'est intense, mais vous voyez bien, quand je vous dis c'est on est dans l'interprétation, on met de soi dans ces analyses-là. Quand on a fait nous-mêmes la collecte de données aussi, moi je sais, pour certains projets, particulièrement le projet, je pense souvent, parce que je continue à travailler dans des projets sur l'arbitrage, mais aux participantes que j'ai interviewés pour Expérience des jeunes officiels du Québec, il y a certaines paroles qui vont nous rester en tête pour toujours. Ils ont marqué, puis moi, ils m'ont marqué ma compréhension de l'arbitrage, ma compréhension de la violence en contexte sportif envers les officiels. Donc,
c'est aussi intime dans ce sens-là. C'est que oui, nous, on est là dans l'interprétation, on veut rendre, mais on apprend aussi et ça nous change aussi comme personne et comme chercheur pour les prochains projets. Donc, on plonge dans comment on fait. Euh, je vous rappelle que bon. Donc, l'analyse qualitative, il y a plusieurs approches qui existent. Donc, vous l'avez probablement vu dans vos cours. Félix parlait de phénoménologie tout à l'heure. Il y a tout ce qui est là, j'ai juste en anglais, mais Grounded Theory, qui a été aussi très populaire. Il y a plusieurs différentes approches d'analyse. Elles sont toutes bonnes, dépendamment, dans le fond, c'est vraiment des processus qui vont différer selon, d'une part, les questions de recherche auxquelles vous voulez répondre, les objectifs que vous avez, aussi les personnes avec qui vous travaillez, puis à quel point elles sont plus ou moins à l'aise avec certaines méthodes. Chacune ont leur particularité. Il existe par contre des processus transversaux, donc je vais parler un peu de ça avant de vraiment plonger dans l'analyse thématique. C'est un processus qui est itératif. Donc, je vous ai dit tout à l'heure au début, il y a certaines personnes des auteurs qui ont parlé de craft. Donc, l'idée que ce soit à la fois une science, donc c'est scientifique, c'est rigoureux, mais il y a une portion de ça qui est aussi un peu artistique, c'est-à-dire l'idée est, puis c'est pour ça, vous posez peut-être la question pourquoi il y a des courtes pointes à gauche. Moi, c'est vraiment l'image que je fais de l'analyse qualitative. Pour moi, c'est un peu comme faire une courte pointe. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on prend des entrevues, des groupes de discussion, donc on prend de la matière qu'on découpe en plein de petits morceaux qu'on regroupe en patrons. Donc, on regroupe les couleurs ensemble, les fleurs ensemble, etc. Puis, à un moment donné, et je vous dis, on va le voir cette semaine, mais la semaine prochaine aussi, moi, il y a un moment où je me sens submergée, là. C'est vraiment mon image que je suis assise au plein milieu de plein de petits morceaux de courte pointe. Et là, je me dis, OK, il faut que je les remette ensemble. Parce que l'idée, après, c'est quand on commence à faire les thèmes, quand on regroupe, c'est de reconstruire une histoire une trame narrative à partir de qu'est-ce qu'on a collecté. Donc, de reprendre ces petits morceaux et de les coudre un peu un à la suite de l'autre pour créer une image qui va faire du sens, qui va transmettre le message qu'on veut porter. Donc, c'est pourquoi c'est un processus itératif aussi. C'est qu'on commence et des fois même, on collecte des données, on fait des entrevues, on va commencer à faire des analyses, puis on se rend compte, OK, ben, peut-être qu'on devrait revoir telle entrevue ou peut-être qu'on devrait refaire quelques entrevues jusqu'à là. C'est vraiment itératif et c'est important de un peu, puis c'est pour ça aussi, je vous ai dit, quand que j'ai vu les étapes rigoureuses, on va voir des étapes, mais c'est pas vraiment un et ensuite on fait deux et quand le deux est clairement fini, on passe à trois. Ça sera jamais vraiment ça de l'analyse qualitative. On a des indicateurs, mais il y a différentes manières de se rendre, puis des fois, il faut qu'on revienne en arrière avant de repartir. Donc, une des questions aussi, c'est l'analyse, ça commence quand? En fait, la frontière entre la collecte et l'analyse sont minces, voire inexistantes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on est en train de faire notre entrevue, on analyse déjà nos données. Parce que, encore une fois, les questions de relance qu'on pose, ben, c'est d'une certaine façon parce qu'on a réfléchi à quelque chose, ça nous a fait vouloir connaître d'autres choses. On a peut-être fait un lien avec la théorie qu'on a lue. On a peut-être fait un lien avec une autre entrevue qu'on a fait. Donc, on est déjà en train de voir certains patrons ou d'être étonné par certains éléments qui ressortent. Donc, l'analyse, elle commence dès qu'on fait des entrevues. Et ce qui est important aussi, c'est que les étapes, elles sont interreliées. Donc, un autre théoricien parle beaucoup de, ben ici, moi, je sais pas comment je traduirais ça, mais moving in analytic circles rather than using a fixed linear approach. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est pas vraiment des étapes qu'on suit dans un ordre. C'est qu'il y a certaines procédures qu'on va utiliser et on va les utiliser à certaines étapes, mais ça se peut qu'on revienne à ces procédures-là. Moi, souvent, puis
j'utilise différentes méthodes, notamment j'écris beaucoup visuellement sur des tableaux blancs, mais je dis aussi souvent, quand on commence à rédiger notre article, ben là, on commence à voir si ça fait du sens qu'on avait ou pas. Puis souvent, je vais retourner, souvent presque toujours, je vais retourner à mes données, mon codebook et rechanger certaines choses parce que ça fait du sens quand on voit ça dans un tableau, quand on voit ça dans une représentation graphique. Mais quand on commence à raconter l'histoire, ben là, on se rend compte, OK, mais finalement, c'est comme si cet élément-là, je l'ai mis dans deux catégories, ça fait pas de sens. OK, mais cet élément-là, finalement, je pense qu'il rentre plus dans cette catégorie-là et c'est normal parce que c'est itératif. Il faut se donner cette permission-là. C'est pas quelque chose, c'est stressant au début parce qu'on se dit, OK, mais je vais-tu un jour avoir fini d'analyser? Oui et non. Tu sais, on finit d'analyser un coup que c'est publié parce qu'on peut plus y toucher, mais techniquement, on pourrait analyser à l'infini des données. Il y a des variations dans les termes. Donc, on entend souvent des codes, des thèmes, parfois des catégories. Selon les auteurs, ça veut pas dire la même chose. Donc, l'important, c'est pas tant qu'il y ait une bonne définition, c'est assurez-vous d'avoir une définition, de savoir qu'est-ce que vous voulez dire par là et d'utiliser toujours la même. Surtout pour vos articles, vous voulez pas commencer à parler de thème et ensuite de catégorie. C'est super mélangeant. Pour certaines personnes, ça veut pas du tout dire la même chose. Donc, assurez-vous d'être cohérent là-dedans. De façon générale ou pour la formation, dans le fond, moi, la manière que je les interprète, c'est d'abord une unité de sens. Qu'est-ce que ça veut dire, une unité de sens? C'est une portion de données qui est à codifier ou à interpréter. Vous allez avoir des entrevues, une analyse documentaire, mettons qu'on revient à une politique de sport sécuritaire. Il y a plein de choses à l'intérieur de ça qui répondront pas nécessairement à ma question de recherche. Dans une entrevue, la majorité des éléments vont répondre à la question de recherche. Mais j'en ai eu des entrevues avec des personnes qui commençaient à partir sur une tangente et ils disaient des choses, puis finalement, c'est pas des données, là, ça sert à rien, ça répond pas à la question de recherche. Donc, l'unité de sens, c'est dès que je me dis, OK, ça, c'est quelque chose que je dois faire avec. Ça, ça contribue justement à répondre à ma question. C'est une partie on a dit que ce qu'on cherchait, c'était de comprendre le sens. Donc, c'est une unité de sens. Le code, donc ça, c'est pas un code. Le code, c'est généralement, ben, pour moi, encore une fois, je dis, peut-être que pour d'autres personnes, mais pour moi et les auteurs sur lesquels je m'appuie, c'est généralement le mot ou la petite phrase. C'est en fait l'étiquette qu'on va mettre pour intégrer toutes nos unités de sens. Donc ici, bon, symboliquement, tu sais, Salient Essence Capturing, Saldani a écrit un excellent livre sur la codification, mais c'est en fait, si je dis, bon, des stratégies de coping, ben ça, c'est mon code. C'est le nom que je donne à l'ensemble des unités de sens. C'est un peu qu'est-ce qui représente, qu'est-ce que j'ai dans dans ce tiroir-là. Vous allez voir, ça fait du sens quand je vais arriver plus tard. Et le thème, donc ici, c'est Brown et Clark qui dit qu'un thème, ça capture quelque chose d'important dans les données en relation avec la question de recherche et c'est un niveau de patron de réponse ou de signification. Donc, plusieurs codes. Donc, c'était peut-être pas un super bon exemple que je donnais des stratégies de coping parce que ça serait probablement plus un thème parce que c'est un peu plus haut niveau. Mais en gros, c'est quelque chose qui va répondre à ta question de recherche. Donc, l'unité de sens, c'est dans ton entrevue, une portion spécifique du texte que tu dis oui, ça, je veux faire quelque chose avec ça parce que ça contribue à ma réponse. Le code, c'est le nom que tu vas donner à un regroupement d'unités de sens pour te permettre de comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur de ça. Et le thème, c'est un peu plus haut niveau. C'est quand tu commences à avoir des patrons de variabilité dans tes données et que là, tu fais, dans le fond, tu as plusieurs codes qui vont entrer dans ton thème et qui vont t'aider à vraiment visualiser une partie de ta réponse à ta question de recherche. Ça va? Parce que je veux utiliser ça pour le reste de la formation, incluant la semaine prochaine. Camille, oui? Ouais, dans le fond, les codes puis les thèmes, c'est quelque Mhm. chose que le chercheur va décider de nommer ainsi. Ça vient pas nécessairement de ce que la personne en entrevue a dit. Oui, exact. OK. Après, généralement,
puis on va le voir. Mais généralement, le code, surtout au début, on essaie de rester le plus proche de ce que la personne dit. Donc, c'est généralement, moi, mes premiers codes, des fois, c'est textuellement des mots que les personnes vont avoir dit. Puis progressivement, ça va évoluer ou changer selon ta compréhension. Mais c'est toi qui attribues ça comme chercheur. Donc, si on va vraiment dans l'analyse thématique, et là, je dois vraiment vous dire que je vous présente et je vous ai demandé de lire le texte de 2006, qui est le texte fondateur de Brown et Clark. Elles-mêmes ne sont plus en accord avec certains principes, pas nécessairement qui ont leur compréhension a évolué, mais aussi elles sont déçues de comment certaines personnes l'ont interprété. Donc, je veux quand même juste le souligner parce que ils ont écrit tout un nouveau recueil par rapport à l'analyse thématique réflexive. Donc, elles ont comme poursuivi dans ce sens-là. Donc, j'ai pas intégré nécessairement ces derniers éléments, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les lire et quand même à prendre en considération. Moi, je trouve que ce texte-là, j'y reviens toujours parce que pour moi, il est très bien écrit et bien structuré pour des personnes qui débutent dans l'analyse thématique, qui débutent dans l'analyse qualitative. Je trouve que ça nous aide justement quand vous dites des étapes très précises. Il y a des étapes très précises. Sachez toutefois que les deux auteurs ils sont vraiment plus dans la réflexivité, dans l'itération. Donc, c'est vraiment important de le prendre comme ça, puis pas comme c'est une recette à appliquer parce qu'elle serait vraiment très déçue si l'une des deux voit ce webinaire. Je suis vraiment désolée si c'est cette interprétation-là que je donne. Voilà. Donc, elle propose une méthode qui est flexible mais qui est rigoureuse et qui peut s'utiliser dans différentes approches théoriques. Donc, même euh, dans une approche qui est post-positiviste, on pourrait tout à fait utiliser une analyse thématique. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment la méthode qui va définir notre paradigme. C'est le paradigme qui va définir comment on utilise la méthode qu'on a choisie. Parce que l'analyse thématique, on pourrait, par exemple, quantifier beaucoup plus les données. Puis, moi, c'est des choses que je suis pas pour du tout. J'ai eu des discussions beaucoup avec ça, mais compter combien de fois les gens, combien de codes il y a dans un thème versus combien de codes il y a dans un autre thème, j'aime pas ça faire ça. C'est très post-positif parce que pour moi, ça veut rien dire. Ça se peut que quelqu'un dise quelque chose une fois, mais c'est extrêmement important. Mais dans une analyse systématique, on pourrait tout à fait le faire. Puis si on a un paradigme post-positiviste, c'est correct de le faire. Mais il faut que ça soit cohérent. Voilà, donc c'est pour ça qu'elles disent on peut utiliser de manière plus inductive versus théorique ou déductif. Donc, inductif, c'est on part vraiment de qu'est-ce que les gens ont dit. On part sans... c'est sûr qu'on a toujours des théories en tête. Vous avez fait vos revues de littérature, vous partez pas comme si vous connaissez rien dans le domaine. Donc, c'est sûr que ça influence votre interprétation, mais vous restez le plus près possible de ce que les gens disent. Et avec les itérations, c'est là que ça vous fait penser à des théories et que là, vous allez peut-être intégrer certaines catégorisations. À l'inverse, une approche qui est théorique ou déductive, c'est qu'on part déjà avec un cadre, avec une théorie très claire. Donc, moi, dans ma thèse, c'est ce que j'avais fait. Euh, J'avais utilisé certains modèles conceptuels du bien-être, par exemple. Donc, la légende, je l'analysais en fonction quel type de bien-être, est-ce que c'était un apport qui était positif ou négatif selon qu'est-ce que la personne disait. C'est très déductif, à la limite post-positiviste. Mais il y avait une raison derrière ça qui était très bien ancrée, arrimée, expliquée. Mais c'était basé sur de la théorie. Ensuite, sémantique versus latent. Sémantique, c'est de rester au premier niveau de ce que la personne dit. Donc, elle nous dit certains propos et on prend ces propos-là puis on les catégorise. Latent, c'est essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire en dessous. Donc, par exemple, dans la première étude avec les jeunes officiels, il y a plusieurs personnes qui nous parlaient d'éléments comme que c'est normal de recevoir de la violence ou de l'abus comme officiel, que ça faisait partie du jeu, que ça faisait partie de leur travail. Évidemment, eux et elles ne m'ont pas dit, j'utilise une stratégie de coping qui est la normalisation.
c'est moi qui, après plusieurs, je me dis, OK, il y a différentes stratégies de coping ici. Et là, on peut regarder, là, il y a des stratégies de coping à court terme qui sont axées tu sais, sur le problème ou sur les émotions, par exemple. Mais ces personnes-là ne m'ont pas dit, j'utilise des stratégies de coping quand je fais face à une situation stressante qui est de l'abus envers moi. C'est latent, c'est-à-dire que même potentiellement, eux ne savent pas vraiment ces théories-là, mais m'expliquent comment font face à une situation de stress. Et moi, je peux déduire ça en fonction de plusieurs personnes et en allant ensuite m'appuyer sur des modèles théoriques que je connais. Donc, ce qu'on veut, c'est identifier, analyser et rapporter des patrons. C'est ça qui est le plus important. On veut voir des patrons au sein des données. Attention, des patrons, c'est pas juste qu'est-ce qui est similaire d'une personne à l'autre. On va voir, il y a différentes sortes de patrons, mais ce qu'on veut voir, c'est des patrons. Très important, je l'ai pas écrit, mais je vous le dis. Brown et Clark sont absolument catégoriquement contre l'utilisation de les thèmes ont émergé de. Les thèmes n'émergent pas des données et c'est là où on est dans le, la co-construction. C'est les chercheurs qui identifient des thèmes à travers les patrons. Donc, et c'est quelque chose elles ont écrit vraiment souvent. Donc, si jamais vous utilisez l'analyse thématique et vous citez Brown et Clark, si vous utilisez les thèmes ont émergé, ça fait pas de sens. C'est vraiment contradictoire avec comment elles conceptualisent leur propre approche. Comme j'ai dit, l'écriture, ça fait partie intégrante de l'analyse, pas seulement à la fin. Donc oui, à la fin, c'est une grande partie de l'analyse, mais c'est tout au long. Pourquoi? Parce que on a en tête tellement de choses et vous allez voir quand vous allez être en plein milieu, il y a tellement d'éléments que vous avez en tête, vous pouvez pas juste garder ça en tête. Vous devez écrire. Donc pour les personnes avec qui je travaille, je demande tout le temps de faire un mémo post-entrevue. C'est-à-dire, dès qu'on finit une entrevue, on fait un mémo. Parce qu'on veut, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment, peut-être le contexte de l'entrevue, il y a peut-être des choses qui nous sont revenues ou qu'on trouvait sur le moment qui étaient vraiment importantes. Même chose avec la transcription. À chaque fois que j'ai une transcription de faite, je demande à la personne de faire un mémo post-transcription. Donc, par exemple, Annie-Claude qui transcrit les entrevues de Camille, après chaque transcription, elle fait un petit mémo qui synthétise qu'est-ce qu'elle a retenu à l'intérieur de ça. Après quelques-unes, ben, ça me fait penser à telle personne ou c'est vraiment différent de telle personne, etc. Et ça va pouvoir aider la personne qui fait l'analyse à dire, OK, j'ai une autre perspective si j'avais pas du tout vu ça comme ça. Et ça nous aide, dans le fond, à avancer notre compréhension. Je vais revenir sur les mémos tout à l'heure, puis je vais aussi y revenir dans le Vivo. Il y a une façon de tout intégrer ça dans le Vivo qui est vraiment très bien. Donc, selon la méthode de l'analyse thématique, il y a 6 phases dans l'analyse et c'est ce que vous voyez pratiquement toujours écrit dans les sections méthode, mais ça va au-delà. Donc, on va les prendre une à une. Mais l'important, c'est que vous compreniez bien que même si c'est écrit en liste et que c'est très comme, OK, on fait ceci, ensuite on fait ceci, c'est itératif. Donc, ça se peut qu'on fasse 1, 2, 3, on commence à chercher des thèmes, puis là, on doit revenir à nos données puis relire l'entièreté de nos codes. Ça se peut très bien. Donc, se familiariser avec les données, ça veut dire une immersion dans les données. Il faut lire, il faut relire, il faut le faire à plusieurs reprises et à plusieurs moments dans votre parcours. Il faut aussi prendre des notes. Donc, j'ai dit, après chaque entrevue, il y a un mémo. Après chaque transcription, il y a un mémo. Mais techniquement, vous devriez toujours être en train de prendre des mémos. C'est-à-dire, dès que vous devriez avoir un journal d'analyse. Donc, il y a des mémos qui sont liés à des participantes. Il y a un journal d'analyse. Moi, à chaque fois, quand je suis dans un processus d'analyse qualitative, j'ai un journal de bord dans Envivo que je pourrais vous montrer comment faire. Et à chaque fois que j'ouvre Envivo, je mets une date, puis je dis, aujourd'hui, j'ai fait telle chose. J'ai eu de la discuter avec telle affaire, j'ai eu une rencontre avec Sylvie pour discuter des analyses. Voici ce qu'on a convenu, D'une part, c'est important de garder le processus. C'est aussi en termes de rigueur. J'ai entendu certains journaux des journaux scientifiques qui commencent à demander des journaux d'analyse parce qu'ils veulent voir le processus qu'il y a en arrière. Mais c'est aussi parce que, ben, parfois, on va analyser un peu, on va prendre un mois,
pour faire autre chose et on revient, puis là, on se demande où on était rendu. Donc, aussi pour vous aider, je vous suggère vraiment, pardon, d'utiliser un journal d'analyse. Comme je dis, la transcription, pour moi, c'est un acte d'interprétation. Donc, on entend, c'est deux modes. On écoute un audio et on transcrit des mots. Même si on le fait de manière verbatim, il demeure quand même il y a certains choix qu'on fait, certaines façons qu'on écrit. Et à tout le moins, on a quand même une exposition très intime de la voix de la personne. Donc, nous aussi, on a certains éléments qui nous reviennent. Donc, pourquoi pas maximiser ça puis demander à la personne de faire un mémo. Donc, petit mot sur les mémos. Euh, il y a certains livres qui existent juste là-dessus. C'est vraiment, puis je vous le dirai pas assez souvent, je crois. Puis les personnes qui vont travailler avec moi, ils vont trouver ça peut-être particulier, mais c'est vraiment important. Tout au long du processus, les questions que vous vous posez, euh, ici, il y a les mémos analytiques, puis comme je dis, ça le Daniel dans son livre, mais il y en a plein que vous pouvez dire. Donc, comment justement réfléchir à comment vous vous êtes lié personnellement à vos données. Donc, vous allez devoir écrire quelque chose sur votre positionnalité. Vous devez prendre en compte ça dans l'interprétation. Ben, faites un mémo là-dessus, puis peut-être que ça évolue parce qu'il y a peut-être certains participantes qui vont venir vous chercher plus que d'autres. Vos choix de code. Bon, ici, Emergent Patterns. Ça, Brown et Clark ne seraient pas contents. Les networks, moi, souvent, je commence à faire des cartes conceptuelles pour voir comment les thèmes émergent, mais comment ils sont liés entre eux et elles. Pour ça, NVivo n'est pas très bon, donc je le fais ailleurs, mais ça aussi de manière de visualiser les données. Des liens avec la théorie, des problèmes avec l'étude, des problèmes éthiques. Il y en a plein, là. Mais attention, parce que comme l'analyse des mémos, vous pourriez en écrire un peu à l'infini. Puis il faut pas que ça devienne soit une forme de distraction, c'est-à-dire que comme vous êtes quasiment paralysé face à vos analyses parce que vous devez documenter chacune des étapes, si ça devient plus utile, ou une forme de procrastination active, parce que quand on fait de la rédaction d'une revue de littérature, ben souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner lire, parce qu'on se dit, ah, j'ai pas assez lu, mais c'est juste une façon de pas écrire. Ben, parfois dans l'analyse, on se dit, ah, je vais écrire un autre mémo pour vraiment, ben, c'est parce qu'on n'est juste pas en train d'analyser. Fait que faites attention aussi à l'équilibre que vous trouvez là-dedans. Deuxième étape, on doit générer des codes initiaux. Donc, c'est là qu'on commence l'organisation des données. Donc, on a lu, on a transcrit, on a plein de tissus qu'on a de notre courte pointe, mais là, on va commencer à les organiser. C'est une étape qui est très systématique. On doit lire ligne par ligne, mot par mot. On passe pas vite sur cette étape-là. On doit vraiment se questionner sur l'ensemble des données qu'on a. Si on prend ligne par ligne, qu'est-ce qui est important à l'intérieur de ça? Est-ce que c'est important ou pas? À cette étape-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on reste le plus proche possible du discours des participants. On est moins dans l'interprétation. On est vraiment dans, OK, cette personne-là m'a parlé de justement, euh, ça fait partie de la job. Donc moi, si la première personne qui m'a parlé de normalisation de violence dit ça fait partie de la job, probablement que mon code, c'est fait partie de la job. Puis les autres personnes, ils vont rentrer dedans jusqu'à temps que j'aie une compréhension suffisante de mes données pour peut-être spécifier quelque chose. C'est aussi hyper important de parler à d'autres personnes de notre analyse. Il ne faut pas rester seul avec son analyse qualitative parce que, encore une fois, on est dans l'interprétation et dans la subjectivité, ce qui est tout à fait correct. Mais si on veut être rigoureuse dans cette subjectivité-là, il faut quand même qu'on aille un peu tester ou appuyer nos interprétations avec d'autres personnes pour dire comment est-ce que vous interpréteriez ça? Ah oui, j'avais pas pensé à ça. OK, ça me fait voir ça différemment ou pas. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que les autres personnes nous disent. On n'est pas obligé de changer nos choix. Mais d'avoir cette interaction-là, c'est vraiment important. Ça nous aide aussi à faire du sens. Donc, ici, Tracy qui disait, Talking to others about your research aids in sense making and in considering the variety of interpretations.
Dans un des cours que j'avais fait, la prof, ce qu'elle nous avait suggéré de faire, parce qu'on a tendance à apporter, il y a souvent comme nous, on fait des rencontres de laboratoire, donc vous avez l'occasion d'apporter des portions de code, des choses que vous avez interprétées, et on a tendance à apporter des éléments qu'on a de la difficulté à coder ou qu'on sait pas trop quoi faire. Je vous conseille fortement d'apporter aussi des éléments dont vous êtes sûr. Parce que ça aussi, on peut se dire, ben là, c'est clair, c'est évident que ça veut dire telle chose. Et pourtant, moi, j'ai eu plein, on faisait ça durant mon doctorat, on faisait ça une fois par mois, puis ça a été super utile parce que des fois, je voyais des choses comme étant super claires, puis finalement, des personnes m'ont donné d'autres perspectives et ça m'a fait voir des choses que j'avais aucune idée ou que j'avais pas en tête, autant sur les éléments qui sont plus difficiles. J'étais parfois d'accord, parfois pas d'accord. Donc ça aussi, ça vous appartient. C'est vous qui êtes la personne qui lead les analyses, mais c'est important de le faire. Donc, des questions que vous pouvez utiliser pour inspirer la codification, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? What strikes me? Et c'est là où moi je vous dis, même, puis c'est quelque chose, même dans les entrevues ou dans la transcription, tout ça, c'est très important d'être à l'écoute de vos signaux. C'est-à-dire, si vous trouvez quelque chose de bizarre, s'il y a quelque chose qui vous surprend, s'il y a quelque chose qui vient vous chercher, mais vous savez pas pourquoi, pour moi, c'est un signe. Quand je vous disais tout à l'heure, on est les instruments d'analyse. Quand on parle justement des émotions, ben, des fois, on ne sait pas encore rationnellement qu'est-ce que ça veut dire. On n'a pas conscientisé, mais il y a quelque chose qui se passe, puis on est comme, OK, ça, il y a quelque chose là. Je sais pas c'est quoi, hein, mais il y a quelque chose là. Écrivez-le. Peut-être que ça veut rien dire, vous y reviendrez jamais. Mais si vous sentez quelque chose, un inconfort, une incompréhension, notez-le. Bon, ensuite, qu'est-ce que les personnes font? Qu'est-ce qu'ils assument? C'est-tu la même chose ou c'est différent? Comme je dis, qu'est-ce qui est surprenant ou intriguant? Qu'est-ce qui me dérange? Ça semble bizarre de vous attarder à ça, mais je vous dis, c'est comme des signaux que votre subconscient, je sais pas comment d'autres le dire, mais notre cerveau fait des patrons tout le temps. Il est fait pour voir des patrons entre des éléments. Vous avez écouté, lu des transcriptions, il fait déjà des patrons dans sa tête. Donc parfois, c'est juste pas encore très clair, mais si vous avez ces petits signaux-là, ça veut dire quelque chose, généralement. Quels sont les contextes qui motivent les comportements? Qui est en train de gagner? Qui est en train de perdre? Donc ici, on voit un peu les enjeux de pouvoir. Ensuite, et ça, c'est pas, ça se peut que vous ayez pas vu ça dans vos cours, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Moi, je considère qu'un extrait ou une unité de sens peut être codé dans plus d'un code. Il y en a qui disent non, c'est toujours mutuellement exclusif. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Euh, Par exemple, ici, bon, il y a quelqu'un qui dit c'est trop de travail. Je veux dire, je le lis en anglais. Too much like hard work. I mean, how much paper have you got to sign to change a flippin' name? So, I mean, no, we had thought about it half-heartedly and thought, no, I just can't be bothered. It's too much like hard work. Donc ici, qu'est-ce qu'il disait, c'est il y a, bon, probablement le premier que je dirais, c'est plus comme c'est difficile de changer un nom. Et on en a parlé. Donc, il y a deux codes ici pour la même unité de sens. Pourquoi, moi, je vous Camille, dis j'ai que c'est juste une important. question. Je suis Oui, désolée, pardon, oui, ça ça me m'a surpris. perturbe. Vas-y. Mais pourquoi est-ce que dans cette situation-là, il n'y aurait pas du coup deux unités de sens et donc un code par unité de sens? Mais c'est ça que j'allais dire. C'est Pardon. que on pourrait, non, mais on pourrait. Ce que j'ai tendance à voir, comme fond, quand on code, puis ça, il y a des préférences, il y a aussi des méthodes qui sont plus ou moins axées sur certaines manières de faire. Mais c'est que ce que j'aurais tendance à voir dans ce temps-là, c'est que ici, par exemple, euh, si tu veux vraiment juste coder dans une unité de sens, tu vas juste coder No, we have thought about it. Tu vas juste coder ça. Ça va être talked with partner. Quand tu vas réouvrir ton code après, à la fin, quand tu vas vouloir générer tes thèmes, tu vas être comme We talked about it. What did we talk about? Tu te rappelleras plus que ça veut dire nécessairement à partir du nom parce que tu vas avoir coupé tout le reste parce que le reste est plus proche de c'est compliqué de changer un nom. Fait que quand tu vas relire, il va falloir que tu retournes voir dans l'entrevue à quoi ça faisait, à quoi c'était lié.
Puis en vrai, si tu lis l'extrait, les deux sont très liés, tu sais. Donc, on a parlé de ça, mais c'était compliqué, mais on a aussi parlé du fait que c'était compliqué. Fait que est-ce qu'on peut vraiment tant que ça séparer cette unité de sens-là? En plus, si on voulait vraiment faire ça, c'est qu'il y en aurait trois, parce que on faudrait qu'on code en haut, si on voudrait pas double coder, là. Faudrait coder jusqu'à It's too much like hard work to change a flipping name jusqu'ici. Là, faudrait coder dans un. Là, faudrait coder dans l'autre. Puis là, faudrait revenir à coder dans l'un. On décontextualise tout et on surcharge de code qu'en réalité, ça, pour moi, c'est une unité de sens parce que c'est ce que la personne raconte de son expérience. Les deux sont comme un peu enveloppés les uns dans les autres. Ça fonctionne? C'est Ça ce fait que je totalement dis. sens. Oui, oui. C'est aussi plus proche de comment on parle comme être humain. C'est rare Mhm. qu'on est comme, voici le premier thème, point. Voici le deuxième thème, point. On parle comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait sens, tu sais. Donc, c'est plus proche. Fait que c'est ça. Moi, j'ai tendance à voir deux choses dans la façon qu'on code qui sont liées à que c'est pas des façons qu'on code pour coder, que c'est des façons qu'on code pour répondre à des exigences en parenthèse. Quand on veut pas double coder puis qu'on est très très rigide là-dessus, on va perdre le contexte. Et ça, pour moi, c'est qu'après, tu vas perdre tellement de temps parce que tu vas être obligé de tout réouvrir pour regagner ton contexte. Puis ça change, en tout cas, pour moi, ça fait moyen de sens, mais ça, c'est moi. L'autre que j'ai vu aussi, c'est que quand on tient absolument à faire du codage interjuge, on fait l'inverse. On code vraiment des gros paragraphes. Parce que la manière dont NVivo calcule, c'est qu'il faut que tu ailles coder au moins une partie ensemble. Fait que si tu codes des gros paragraphes, beaucoup plus de chances que ton accord interjuge soit élevé. Mais encore une fois, là, c'est quoi qui est le plus important là-dedans? Ben, donc c'est pas, on passe à côté parce qu'on veut répondre à certaines exigences qui, à mon sens, sont pas essentielles. Mais ça, c'est moi. Parce qu'il y en a qui sont comme vraiment pas d'accord avec ça. Ceci étant dit, et ça, c'est l'autre élément, pour moi, les codes devraient être presque 100% mutuellement exclusifs à des thèmes. Parce que si tu as un code qui est dans plusieurs thèmes, faut se questionner à dire, OK, ben, est-ce que ton code est bien séparé? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi qu'il appartient à plusieurs thèmes? Est-ce que tes thèmes sont en fait un grand thème? Qu'est-ce que, tu sais, fait que moi, les unités de sens, je pense qu'ils peuvent être codées dans plein de choses et c'est en partie pour ça, là, ok, c'est peut-être je commence à devenir très technique dans qu'est-ce que je dis, là, c'est dur à, mais si je sépare trop mes unités de sens, je vais avoir plein de codes et là, je vais les mettre peut-être dans des thèmes. Mon histoire va être plus difficile à raconter par la suite. Tandis qu'un thème, c'est un patron de réponse à partir de codes. Donc, mon code, il devrait pas. C'est très rare qu'un code va aller dans plusieurs thèmes. Ça veut-tu du sens? C'est comme technique, c'est dur à expliquer sans exemple spécifique. Puis là, ensuite, on génère des codes. On va développer un codebook. Donc, ça, je pourrais vous montrer la prochaine fois un exemple de codebook que j'avais fait dans EJOC. Mais il faut vraiment avoir. Ça, c'est pas tout le monde qui sont d'accord. Il y en a qui vont dire qu'un codebook, c'est trop post-positiviste parce qu'on met vraiment des trucs spécifiques, alors que si on est dans l'interprétation, on devrait pouvoir changer les significations puis aller au fur et à mesure. Moi, ça m'aide vraiment à statuer puis à le voir visuellement. Je suis très visuelle dans comment j'analyse. Donc, voilà, on en reparlera la semaine prochaine. C'est un exemple de codebook. Donc, on aurait un code. Qu'est-ce que la signification du code pour nous? Vraiment comme dans mes mots, comment j'expliquerais ça. Et ensuite, une citation qui est un bon exemple de ce code. Donc, pour moi, c'est essentiel. Euh, le temps file à tout à l'heure, donc je ferai pas l'exercice. Ici, j'avais un exercice un extrait qu'on aurait pu coder ensemble, mais il reste juste 15 minutes à peu près, donc je vous ferai pas faire ça. Par contre, sachez qu'en préparation de la prochaine séance, je vous ai mis un exercice, dans le fond, quand vous downloadez NVivo, que ce soit la version entière ou une version d'essai, vous avez un projet test que vous pouvez aller tester. Donc, je vous demande d'aller faire ça.
pour tester aussi quelles sont des unités de sens, comment on code tout ça, mais aussi tester un peu en vivo parce que on pourrait passer une semaine à en parler. Donc, si vous avez déjà été regarder un peu le logiciel, ça va aider. Donc, on a généré des codes initiaux. Maintenant, on va chercher des thèmes. Les thèmes, ils vont commencer à être identifiés au fur et à mesure et vous pouvez faire des mémos. Mais techniquement, c'est quand tout votre corpus a été codé. Donc, techniquement, les codes initiaux, on passe à travers l'ensemble de nos entrevues, de nos documents, etc. Et un coup qu'on a fait ça, ben là, on regarde qu'est-ce qu'il y a puis qu'est-ce qui va ensemble. C'est comme un deuxième niveau d'analyse et on va prendre la liste des codes identifiés puis on va tenter de former des thèmes. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de faire des tableaux, des matrices. Il y a des possibilités dans InVivo de faire ça. Il y a aussi des possibilités de faire des cartes mentales. Donc, moi, des fois, j'ai fait sur PowerPoint. Il y a Miro aussi qui nous permet de faire des cartes mentales conceptuelles. Et ce qu'on veut savoir à ce moment-là, c'est quoi les relations entre les codes, entre les thèmes, puis entre les niveaux de thèmes. Parce qu'on peut aller très loin, dépendamment de qu'est-ce qu'on a. Et à ce point-ci, on n'abandonne rien. Donc, quand on code, puis je vais vous dire, la semaine prochaine, moi, j'ai toujours un citation en or. C'est-à-dire, et ça, c'est le seul truc où double codé est toujours entièrement pertinent parce que c'est des citations que quand je les lis, je me dis, c'est presque certain que je mets dans mon article à la fin. C'est tellement fort, c'est illustratif. Donc, je vais le mettre là pour m'assurer de le retrouver facilement plutôt que de dire, ah oui, il y a quelqu'un qui avait parlé de troisième équipe sur la glace que tu es censé haïr, c'est qui déjà, puis le retrouver. Non, il est codé ou il devrait être codé dans mon tableau thématique, mais je vais le mettre dans mes citations en ordre, donc je sais c'est quoi mes coups de cœur à la fin. Il y a aussi ma catégorie autre. Ça, c'est la catégorie où je suis pas encore capable de faire de deuil. C'est-à-dire, je trouve ça vraiment intéressant ce que la personne dit, mais j'ai pas l'impression que ça fit dans mes données. J'ai pas l'impression que ça répond à ma question de recherche. Et des fois, je mets tous des thèmes, là, ou tous des codes, là, parce que après être en train de faire mes thèmes, je me rends compte que c'est un peu à côté, ou c'est une autre question, ou c'est un sujet qui m'intéresse, mais que c'est pas dans ce projet-là que j'explore ça. Mais je le mets dans autre parce que je veux pas l'abandonner. Donc, on n'abandonne rien à ce point. Comment est-ce qu'on identifie les patrons? C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Donc, on a tendance à voir les patrons comme des choses similaires. Oui, absolument. Les choses similaires, c'est des patrons, on veut voir ça. Mais aussi des choses différentes. Donc, il y a peut-être des personnes où, par exemple, le plus simple, ben, c'est très réducteur, mais les femmes et les hommes dans nos participantes vont dire les choses différentes. OK, pourquoi? C'est quoi cette différence-là? C'est quoi ce patron-là? Ça peut être aussi en question de fréquence. Donc, on pense que quelque chose arrive souvent, tu sais, puis c'est étonnant, ça arrive pas du tout. Ou en séquence. Donc, j'ai pas nécessairement d'idée en tête, mais c'est toujours quand il se passe quelque chose à l'entraînement ou au réchauffement de la partie que la partie dégénère. Ou correspondance, donc ça arrive en relation avec d'autres activités. Ou de cause. Et là, il faut vraiment faire attention de dire, il y en a un qui apparaît causer l'autre. On peut pas vraiment parler de causation aussi ok, je veux dire ça, mais dépendamment il y a certaines méthodes qualitatives qui vont tenter de faire des effets des liens de cause à effet. Moi, je n'utiliserai jamais tout ce qui est le vocabulaire euh, utilisé en quantitatif, en qualitatif, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, je ferai vraiment attention ici. Quatrième étape, on révise les thèmes. Donc là, on a fait nos thèmes. Là, ce qu'on veut, c'est on veut les réviser, on veut voir si ça fait du sens. Donc, il y en a deux grands aspects, si on veut. C'est l'homogénéité interne. Donc, est-ce que ce que j'ai à l'intérieur d'un thème fait du sens et cohérent? Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on rouvre, on va voir dans une vidéo tous nos thèmes et on les relie. Et est-ce que tout ce qui a été codé à l'intérieur de ça fait du sens? Est-ce qu'on voit bien le patron? Peut continuer justement avec nos cartes mentales. Et ensuite, et c'est là que je discutais un peu tout à l'heure, est-ce qu'il y a une homogénéité externe? Est-ce qu'il y a une distinction claire entre mes thèmes? Donc, on reprend ensuite, une fois qu'on a pris chaque thème, qu'on dit oui, ça fait du sens, je vois bien ce que ça explique, ce thème-là. Mais quand on les compare, puis quand on compare qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces thèmes-là, est-ce que c'est distinct? Est-ce qu'ils ont une pertinence les uns par rapport aux autres? Ou il y en a deux qui sont comme crime, ils overlappent là, à 50%. Mais si c'est le cas, est-ce qu'ils veulent dire deux choses différentes ou est-ce qu'il y a comme un thème au-dessus qu'on n'a pas saisi qui pourrait englober l'ensemble?
Ou est-ce que c'est trois thèmes, dans le fond, qu'on a mis en deux? Et c'est pour ça qu'il y a comme des choses qui rentrent dans les deux. On veut s'assurer que la carte thématique corresponde à la signification incluse dans les données. Donc, on est sur le point de refaire notre courte pointe. Là, on a fait des grands patrons. On commence à les remettre ensemble. On veut, en prenant un pas de recul, s'assurer que oui, OK, ce qu'on a à raconter est là et quand même bien facile à comprendre avec les thèmes, comment qu'on les a construits. Attention, là, je l'ai dit quelques fois, mais de coder des données et de générer des thèmes pourrait aller à l'infini. Parce que vous allez lire un autre article, vous allez réfléchir à une autre chose, vous allez voir quelques distinctions et on pourrait recoder à l'infini. On pourrait avoir une autre conversation avec quelqu'un d'autre qui nous fait penser à quelque chose. Il faut être zen et se dire, à un certain moment, on est correct avec ce qu'on a fait et on ne doit pas devenir sur-enthousiaste à l'idée de coder et de vouloir aller chercher vraiment la nuance parfaite. Et ensuite, on est à la définition et à nommer nos thèmes. Donc, on a déjà des noms dans nos thèmes, là. On sait à peu près qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, on est, encore une fois, en train de réfléchir, OK, c'est quoi la trame narrative? Comment est-ce que je vais raconter cette histoire-là à quelqu'un qui a aucune idée, là? Parce que là, moi, je suis dans mes données depuis des mois à ce point-ci. Je suis tout en train de construire cette histoire-là. J'en ai parlé avec des gens. Mais mon objectif, c'est de publier ou de présenter ça à des personnes qui n'ont aucune idée de ce que je vais leur dire. Comment est-ce que je peux raconter cette histoire-là pour que ça fasse du sens? Parce que vous avez une responsabilité envers les participants, participantes que vous avez entendus, d'être en mesure de produire quelque chose qui va correspondre à leur histoire. Pas parfaitement à chacun, chacune, parce que vous mettez ça ensemble, mais vous devez quand même, vous avez un devoir de restitution. Donc, à ce point-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on veut définir et raffiner les thèmes et on veut identifier l'essence de ce que chaque thème représente. C'est pas une question de paraphraser. Des fois, et ça, faut éviter à tout prix de faire ça. Des fois, on a tendance, ce qui est plus simple à voir, c'est j'ai posé la question sur les obstacles, j'ai posé la question sur les facilitateurs, et dans mes thèmes, ça va donner les obstacles au sport sécuritaire, les facilitateurs au sport sécuritaire. Est-ce que c'est ça l'essence de votre thème? Vous n'avez pas été dans l'expérience, vous n'êtes pas dans la compréhension, là. On est dans la description très de surface. Et vraiment, si vos thèmes, c'est le nom ou quelque chose qui est dans votre question, vous devez vraiment réfléchir à la profondeur de l'analyse que vous avez faite. L'objectif, c'est de raconter une histoire. Donc, on veut raconter une histoire pour chaque thème. Chaque thème est en soi une partie de l'histoire qui doit se tenir. Et pour l'ensemble des données. Donc, vous voyez, la courte pointe aussi, c'est que chaque patron est créé et doit se tenir. Mais chaque patron ensemble doit créer une œuvre qui fait du sens et qui raconte une histoire. Là, vous pouvez aussi vous amuser. Donc, je vais vous donner aussi des exemples sur comment on peut trouver des noms concis, accrocheurs et parlants. Il y en a qui sont vraiment doués pour ça. Moi, je suis pas nécessairement la personne la plus douée, mais je vous ai je vous ai trouvé des exemples que j'avais appréciés. Donc, dans un article, vous comprendrez, j'ai travaillé beaucoup sur l'environnement résidentiel. Donc, ça, c'est le nom de l'article. Mais dans les noms des thèmes, il y en avait un qui c'était Privatized or Individualized Lifestyles, Neighbors from Hell, donc point d'interrogation, ce qui est assez parlant. On a une idée de qu'est-ce qu'on va aller lire dans ce thème. The skillful achievement of friendly distance and the scope of limited reciprocity. C'est vraiment beau, là. Moi, j'aimerais avoir ce talent-là. Mais comme the skillful achievement of friendly distance, c'est être en mesure d'atteindre une distance amicale. Puis là, on parle de gens qui habitent, là, par exemple, dans des logements publics, donc des logements sociaux. Il y a quelque chose de très parlant. Comment qu'on peut avoir une distance amicale? Comme c'est intriguant, j'ai envie d'aller lire qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur de ça. Puis je sais que ça va être complexe, là, parce que juste le thème est complexe. Ou le scope of limited reciprocity. Tu sais, encore là, c'est comme, OK, il y a quelque chose là, ça va me dire quelque chose, j'ai vraiment hâte d'aller lire. Versus euh, les voisins qui ne s'entendent pas. Tu sais,
j'aurais pu écrire ça, mais c'est comme moins parlant. Ici, bon, ben le titre, souvent le titre, on essaie d'utiliser aussi des citations parce qu'il y a des citations qui sont marquantes. Donc, ici, It's all about power and you have none. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très marquant. Et ici, bon, c'était plus spécifique, sauf que ben, on avait comme, tu sais, consultation games. Donc ça, c'est quelque chose, c'est comme des jeux de consultation. Donc c'est comme on sous-entend que oui, les personnes vont être, tu sais, c'est à propos du pouvoir et t'en as pas. Puis la consultation, c'est un jeu. Donc on voit bien là que c'est sur la question de pouvoir sur les personnes qui en ont pas. euh, et des éléments qui sont très précis, puis qui sont, c'est des mots forts, là. C'est co-optation of resistance, fear of reprisal, internalized powerlessness. Donc, on est moins dans des éléments imagés comme l'autre, mais on est dans des termes très forts. Puis encore une fois, j'ai pas mal une bonne idée. En lisant, disons, l'abstract puis les thèmes, je saurais à peu près qu'est-ce que je verrais là-dedans. Il y a quelque chose de très cohérent dans ces thèmes-là. Et là, ensuite, ben, on a tout fait. Donc, on veut produire le rapport, c'est-à-dire écrire notre article ou présenter des données. Et on veut raconter l'histoire compliquée qui est présentée dans nos données. Donc, l'histoire, elle va être compliquée. C'est ça notre objectif, c'est ça qu'on a du plaisir à faire, c'est de mettre en lumière un phénomène qui est très complexe. Donc, ce qu'on a à raconter est compliqué, puis on a des limites de mots. C'est donc important, tous les choix qu'on fait sont importants. On veut choisir des exemples qui vont représenter l'essence de ce qu'on va raconter. Là, par exemple, c'est là aussi qu'on va garder. Qu'est-ce qu'on garde pas? Parfois, dans EJOC, pour l'article qu'on a publié, on n'a pas présenté l'ensemble des données. Il y a certaines données qu'on a choisi de pas présenter pour aller plus en détail sur des données qui étaient plus parlantes, et qui apportaient quelque chose à la littérature. Par contre, dans mon rapport final de fin au ministère, tout est inclus. Donc, il y a aussi ça, quand je dis certains choix qu'on doit faire, on doit aussi s'assurer de mettre des citations parce que ce qu'on fait, c'est rapporter des propos des personnes. Donc, moi, parfois, c'est un commentaire que je fais en révisant des articles. Ce qui m'intéresse, oui, c'est l'interprétation des auteurs quand ça va être dans la discussion, mais dans les résultats, ce que je veux, c'est je veux voir comment tu appuies tes thèmes, tes codes en fonction de ce que les gens ont dit. Donc, il faut trouver des citations qui sont fortes, qui illustrent bien. Mais aussi, il faut pas répéter. Si tu m'as mis une citation, décris-moi pas qu'est-ce qu'il y a dans la citation, je comprends bien. Donc, ça, c'est aussi un équilibre à avoir dans la rédaction. Et on doit avoir un fil narratif fort. On veut accompagner le lecteur. Je l'ai répété depuis plusieurs fois, puis c'est pour ça aussi, comme on voit un peu le côté artistique, c'est que ce qu'on veut, notre objectif, c'est que la personne comprenne notre message ou le message qu'on a produit à partir de ces données-là. Donc, on veut aller au-delà d'une description de qu'est-ce qu'on avait. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un argument ou une trame narrative qui permet à la personne de comprendre. Donc, parfois, ça veut dire présenter des thèmes avant d'autres. Euh, Parfois, ça veut dire de reprendre certains éléments, de faire des mini-conclusions. Mais c'est vraiment un travail aussi de narration qu'on a à faire. Ça fait partie de l'analyse pour être en mesure que les gens puissent interpréter ce qu'on a analysé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Il me reste quelques minutes, donc on va peut-être déborder un peu. Je pense que je donnais pas de pause avant. Ça a été chanceux, il y a eu une pause, mais là, on va aller voir les critères de qualité par la suite. Donc, comment est-ce qu'on sait si on fait bien ça? Surtout si là, je vous dis, OK, c'est itératif, ça se peut que vous reveniez, vous avez comme une trame narrative à trouver. Comment on sait si on fait bien ça? Il y a certains critères de rigueur. Après, c'est un grand débat. Est-ce qu'on devrait même en avoir des critères de rigueur en recherche qualitative? Il y a des auteurs qui disent non, que les critères de rigueur proviennent des méthodes post-positivistes qui veulent absolument assurer qu'on a une objectivité. Euh, et donc, ça ne devrait pas exister pour les méthodes qualitatives. Il y en a d'autres qui vont dire, ben ça dépend. Donc, il y a plusieurs ensembles de critères de scientificité ou de qualité qu'on peut utiliser. Il y en a des critères qui sont calqués sur les critères quantitatifs. Donc, vous allez voir, par exemple, dans les études de cas, il y a Robert Yin qui est très connu, puis qui utilise des critères comme la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité ou la confirmabilité.
C'est des critères qui sont calqués sur les méthodes quantitatives, très positivistes. Donc, c'est correct si vous utilisez ce type de paradigme-là, d'utiliser ces critères-là. C'est tout à fait logique. Mais si vous dites que vous faites du constructivisme, puis vous parlez de crédibilité ou de fiabilité, mais ça fait pas beaucoup de sens, c'est pas très cohérent. Il y a d'autres critères qui sont plus propres à la recherche qualitative, où il y a certains auteurs qui ont dit, nous, on rejette ces critères qui sont plus quantitatifs, mais ça veut pas dire qu'on le fait pas avec une certaine rigueur. Donc, ça va vraiment dépendre de votre posture et de comment vous décidez de le faire. Ça vous ramène à votre paradigme. Donc, c'est ça votre posture. L'important, c'est pas tant quels sont les critères que vous utilisez, comme est-ce que c'est cohérent avec ce que vous dites que vous faites. Puis ça sert à quoi, non? Pourquoi on voudrait avoir des critères de rigueur ou de qualité? En fait, pour moi, puis pour plusieurs auteurs, donc c'est pas moi qui l'invente, mais pour moi, je vois plutôt ça comme des outils pour promouvoir ma réflexivité. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est une caractéristique qui est vraiment très importante en recherche qualitative. On fait pas n'importe quoi, puis on n'analyse pas ça sur un coin de table. On doit être très réflexif et très au fait de qu'est-ce qu'on fait, puis de comment on le fait, puis d'être critique par rapport à ça. Donc, les critères de qualité ou de rigueur, pour moi, servent à ça. Ça permet aussi de partager des pratiques similaires. Donc, vous m'avez posé la question, comment on fait bien ça? Ben, si on n'a aucun critère de rigueur, j'aurais de la difficulté à vous l'expliquer. Je vous dirais, ben, faites-le, puis je vais vous le dire si c'est bon. C'est un peu difficile à enseigner ou c'est à faire ça si on n'a pas certains éléments qu'on partage. Et c'est important de comprendre que c'est un idéal, c'est-à-dire, on n'arrivera jamais parfaitement à faire une recherche qui est parfaitement rigoureuse. C'est pas le cas en qualitatif, c'est pas non plus le cas en quantitatif. Donc, il faut aussi avoir de l'autocompassion, mais on peut se servir de ça comme un peu des objectifs à atteindre, puis voir, OK, est-ce qu'on a quand même mis en place certaines stratégies pour s'assurer qu'on a une recherche de qualité? Il y en a plein. Donc, dans le texte de Tracy que je vous ai partagé, elle en a plusieurs qui peuvent aller, par exemple, du sujet. Donc, est-ce que c'est un sujet qui est pertinent, qui a du sens, qui est signifiant? Ça, en soi, c'est un critère de qualité. Parce que pourquoi on s'intéresserait à quelque chose qui a été étudié de multiples et multiples fois? Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais il faut quand même avoir un raisonnement derrière ça. Donc, ça nous force nous-mêmes à se poser la question, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Qu'est-ce que ça apporte? Et vous voyez, bon, elle aussi utilise des éléments genre la crédibilité, qui est comme un peu post-positiviste, mais dans comment elle explique, c'est une description, a thick description. Fait que ça, c'est aussi un élément. C'est très rare de voir des études qualitatives qui vont avoir juste une entrevue, deux entrevues. Il peut y avoir des entrevues avec une seule personne qui va être une étude de cas, mais il faut aller dans la profondeur. C'est ça l'avantage des méthodes qualitatives. C'est pas d'avoir pas beaucoup de données, c'est d'aller dans la profondeur, la richesse, les nuances. Donc, c'est ça qu'on veut voir dans nos données. Si c'est une recherche de qualité, on va voir ça. Vous pourrez toutes les regarder. Sachez que, encore une fois, ici, au niveau, il y a d'autres textes. Si les textes commencent à dater, moi, je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont parlants, mais il y a des éléments sur lesquels il y a des gens qui sont pas d'accord, comme par exemple la triangulation. Moi, je n'utiliserai pas la triangulation parce que c'est sous-entendu qu'il y a une seule et vraie vérité. La cristallisation, c'est comme une autre façon un peu plus constructiviste de le dire. Mais même les member reflections, il y a certains auteurs en recherche qualitative en sport qui se sont prononcés contre. Entre autres parce que c'est souvent utilisé juste pour faire un check, de dire, ah oui, j'ai demandé aux participantes de regarder ce que j'ai fait, puis ils m'ont dit que c'était correct, sans vraiment donner la possibilité aux gens de donner des commentaires ou de réagir, et en tenant très peu compte de la relation de pouvoir où si le chercheur qui t'a interviewé te demande s'il a bien interprété ce que tu lui as dit, il faut quand même que tu ailles un certain niveau de confiance pour le contredire. Ça, c'est d'autres critères. Donc, vous voyez qu'il y a plein de critères, puis il y a des critères qui sont spécifiques à certaines étapes, à la transcription, au codage, à l'analyse ou à l'écriture. Donc, je les lirai pas dans l'ensemble. Puis vous voyez ici le dernier. Donc, the researcher is positioned as active in the research process. Themes do not just emerge.
Et ça, c'est quelque chose qui est important et intéressant, c'est que dans la recherche qualitative, on a beaucoup plus tendance à parler de nous. Donc, we did this, we analyzed this as researchers. Ce qu'on fait très peu en recherche quantitative parce qu'on veut être neutre. Donc, c'est les données ont été analysées comme si les données ont été magiquement analysées par l'ordinateur parce qu'on veut effacer la personne. Tandis qu'en recherche qualitative, au contraire, on est l'instrument. Donc, on veut nous mettre dans l'analyse. Donc, je lirai pas en détail, je veux juste que vous le sachiez puis que vous en preniez conscience. En conclusion, la recherche qualitative, l'important, je vous ai lancé plein de choses, mais je pense que le plus important pour moi, c'est de trouver un équilibre entre une certaine flexibilité, parce qu'il y a plusieurs méthodes différentes, on peut faire d'une même méthode plusieurs approches ou paradigmes différents, mais en demeurant toujours cohérent puis en sachant d'où on vient, c'est ce qui est le plus important. Et aussi entre l'art et la science. Donc, oui, on veut être rigoureux, on veut avoir des méthodes, on veut bien faire notre travail, mais il y a une matière, il y a une partie de ça qu'on apprend en le faisant. Puis, à chaque fois que je commence à analyser des données, je suis toujours comme stimulée parce que je sais que ça sera pas pareil que la dernière fois. Donc, je suis un peu moins nerveuse parce que j'ai passé à travers les périodes puis des phases de doute ou d'être submergée par les données. Donc, je sais que ça va arriver, c'est moins inquiétant. Mais ça demeure des nouvelles données, des nouveaux sens. Moi, je change en tant que chercheur. Donc, ça aussi, on peut pas dire qu'il y a une recette. Même moi, à chaque fois que je me remets là-dedans, c'est différent d'une fois à l'autre. La bibliographie. Et je vais arrêter le partage d'écran pour prendre vos questions si vous en avez. Je sais que c'est beaucoup d'éléments que je lance puis que je parle beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus claires ou là vous sortez en vous disant OK, je pensais que je comprenais des choses puis finalement je comprends pas. Euh, ben, moi, c'est vraiment les 6 étapes. On dirait, ça fait plusieurs fois que j'ai lu, ça fait plusieurs fois que, ben, même que j'ai lu l'article. Puis, tu sais, c'est ça, je savais que c'était comme pas des étapes concrètes, l'analyse qualitative, mais je recherchais un peu ce coussin-là que, OK, ben, il y a quand même une possibilité de suivre certaines étapes. Fait que ça, déjà, je trouve que ça aide beaucoup. Mais c'est ça, j'apprends quand même le fait de devoir faire un, deux, trois, puis de finalement retourner à 3 avant d'aller à 4. Tu sais. Fait que, mais au moins, c'est rassurant dans un sens. Ouais. On a une certaine lignée. C'est sûr qu'on aime ça, savoir quoi faire puis être capable de, tu sais, se projeter. Mais même avec Camille, on s'est dit, OK, on va commencer à analyser, mais est-ce qu'on sait si on a suffisamment de personnes? On pense que oui, mais ça se peut que Camille analyse, puis finalement, on se rende compte, OK, non, faudrait retourner peut-être pour telle personne ou tel sport. Ou euh, c'est aussi un autre élément dont on n'a pas parlé, mais de saturation des données. Donc, saturation des données, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand est-ce qu'on arrête de collecter des données? Donc, même juste quand est-ce qu'on arrête d'analyser, mais quand est-ce qu'on arrête de collecter des données, on entend beaucoup parler du terme saturation des données, c'est-à-dire quand que les nouvelles entrevues n'apportent plus rien. Le problème avec certains phénomènes, surtout quand on veut prendre une perspective large, c'est que ça se peut que ça n'arrête jamais, et qu'on peut pas collecter des données jusqu'à temps qu'on ait 150 entrevues, c'est plus gérable. Donc, c'est le cas justement avec Camille, on se rend compte que chaque personne a des histoires très spécifiques, on a certains patrons, mais comme on pourrait pas, je crois, atteindre une saturation des données, mais c'est correct. Donc, après, il faut comme juste commencer à analyser puis voir où on va, puis est-ce que ça nous permet de mettre en lumière cette complexité-là. Puis il y en a certaines personnes qui vont dire euh, on devrait jamais chercher à atteindre une saturation de données. Vous voyez, peu importe ce que vous allez lire, les gens sont pas d'accord, puis ça dépend de leur position. Puis après, je vous mets au défi de trouver quand on sait qu'il y a une saturation de données, parce que nous, je me rappelle au doctorat, on disait OK, ben il faut que tu mettes une référence, une source à ça. Mais les gens ils sont pas d'accord, puis il y a pas d'étude qui a été faite vraiment là-dessus, parce que en qualitatif, c'est très difficile de le percevoir. Bonne Bye journée. bye. Bye. Ouais, j'ai juste une question qui me vient un peu, enfin, qui est revenue plusieurs fois pendant ta présentation. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière dans l'ordre de récolte de données auprès des participants et des participantes? Je m'explique. Forcément, si tu commences avec une telle personne, tu vas avoir une première approche de la thématique qui va influencer ta manière de récolter
les données, si je peux dire ça comme ça, auprès des personnes suivantes. Pareil pour l'analyse, j'imagine, même si tu as bien dit, tu as toujours plus ou moins une idée des codes, etc. Est-ce, ouais, est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Est-ce qu'il y a une distance particulière à avoir? Ou je sais pas. Enfin, est-ce que ça fait C'est une bonne sens? question. Oui, oui, c'est une très bonne question. Pour la collecte, je te dirais que c'est difficile à dire parce que tu ne sais pas jusqu'à temps que tu sois assis dans l'entrevue qu'est-ce que la personne va te dire. Fait que ça devient comme difficile d'avoir une stratégie. Je n'ai pas vraiment entendu parler de stratégie pour la collecte de données. Avec qui on commencerait? J'imagine que ça serait différent aussi si on avait différents groupes. Je pense à la future étude sur le mécanisme de plainte qu'on va faire. On va avoir à la fois des personnes qui vont avoir commis des actes de violence pour lesquels il y a eu une plainte, puis des personnes qui vont avoir vécu cette violence-là. Évidemment, pas dans le même focus group, là, dans des entrevues séparées. Mais là, je me questionnerai à savoir est-ce qu'on commence par un ou l'autre. Généralement, honnêtement, on est hyper pragmatique, c'est-à-dire qu'on veut perdre aucun participant, donc on prend les premiers puis on les met le plus rapidement possible pour éviter qu'ils changent d'idée ou soient plus disponibles ou nous répondent plus. Fait que, généralement, c'est beaucoup plus ça. Par contre, pour l'analyse, oui, il y a des choix à faire. Euh, Moi, j'analyse généralement pas le premier nécessairement. D'habitude, je commence avec les personnes qui ont plus de jus, entre guillemets, là, c'est-à-dire certaines entrevues plus spécifiques que je me rappelle qui avaient beaucoup de propos, qui c'était très riches ou qui m'avaient marqué. Je commence avec ça parce que tu développes ton arbre thématique. Fait que tu veux aussi commencer avec certains que tu sais qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur de ça. Puis tu veux éviter de commencer avec ceux qui ont moins bien été parce que là, tu pars ton analyse. Mais après, tu veux pas non plus nécessairement garder ces personnes-là pour la fin. Fait que c'est plus en fonction de ça. Tu vas quand même toutes les avoir lues, mais pour l'analyse, tu essaies de faire un peu des choix stratégiques, puis parfois même d'aller, OK, ben, je me rappelle que cette personne-là, avec tes mémos, c'était contradictoire, donc je vais peut-être aller la faire tout de suite parce que fait, que c'est comme un choix justement itératif en fonction de tes mémos, de qu'est-ce que tu te rappelles, puis où ton analyse va. Mais pour les premiers, moi, c'est sûr que je commence. Puis même, ce que je fais aussi, c'est que généralement, je fais au moins la moitié de mes entrevues ou de mes données avant de commencer le codebook. Parce que si tu commences ta liste de code dès le début, ça va changer. C'est sûr, ça va changer. Fait que j'en fais au moins la moitié. Après, je commence à faire ma liste de code. Je refais l'autre moitié, puis là, je révise tout. Ok, merci beaucoup. De rien. D'autres questions, commentaires? On a dépassé de 15 minutes. Mais merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, vous voyez, j'aime beaucoup l'analyse qualitative. Je trouve ça super intéressant. Fait que j'ai plein de choses à dire. Mais c'est aussi très ma façon de voir l'analyse qualitative. Donc, je pense que je vous l'ai dit, là. J'ai pas nécessairement de bonne ou de mauvaise façon. Je veux juste être cohérent. Mais